Où il y a quand même des circonstances qui sont accablantes. Donc il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis des personnes concernées, dont mon chef de l'époque, donc Flavio Briatore, à qui il faut que j'explique que c'est fini. C'est toi qui lui as annoncé qu'il était en gros viré ad aeternam de la F1, quoi. Ah ouais, il n'y avait pas beaucoup de candidats. Mon premier meeting avec Helmut Marko est lunaire. J'ai l'impression de rentrer dans un film de James Bond. Déjà, il a un œil de verre quand même. Il a un accent autrichien à couper au couteau quand il dit 3 mots. Et il n'en dit pas 4. Et les 3 mots, c'est pas des mots pour dire je t'aime. C'est très anguleux. Donc ce soir-là, je vais dans mon resto préféré à Marseille avec ma compagne. Et je lui dis, ce soir, on trinque à 2 choses. 1, au fait d'avoir signé Ricciardo, qui est un super pilote. Et 2, au fait que dans 2 ans, je suis viré. Bon les amis, vous venez de voir ce super teaser de l'épisode de Cyril Abitboul. Bon, vous savez, le sport auto, c'est quelque chose quand même qui est assez cher, qui est pas forcément facile d'accès. Et c'est pour ça que le simulateur, c'est le top. Une nouvelle fois, Trustmaster nous accompagne pour cet épisode. Depuis que nous, on l'a installé ici dans nos bureaux, toutes les équipes en raffolent. Quitte à des fois pas trop bosser, mais ça c'est nos débats. C'est surtout ultra fun en fait, parce que vous apprenez des choses, vous améliorez un pilotage et puis vous vous amusez de fou. Moi ce que je préfère vraiment sur cet ensemble, c'est l'écran, parce que tu as tes datas en temps réel, donc tu te prends vraiment pour un pilote, tu as l'impression d'être Carlos Sainz ou Charles Leclerc. Et tu as le retour de force grâce au moteur, et ça c'est juste trop cool parce que je fais pas beaucoup de muscu moi en ce moment, donc j'ai l'impression d'en faire un petit peu. Et puis il y a ces palettes. Écoute-moi le bruit, la sensation de qualité est juste folle. Donc c'est un vrai kiff en fait de passer du temps sur le simulateur. Tout vous permet en fait de plonger dans l'univers d'un pilote de Formule 1. C'est dingue comment on ressent l'adhérence de la voiture avec le retour de force. Je pense qu'il vaut mieux pas se prendre un choc parce qu'elle peut être bien violent dans les poignées. Je pense les amis que c'est le moment de vous faire plaisir. Déjà parce qu'on vous propose une promotion avec le code DBG10. C'est la première fois que Trustmaster fait ça sur ce tout nouveau produit T818 SF1000, le top de leur gamme. Et c'est aussi le moment parce que c'est bientôt Noël, donc c'est le cadeau parfait pour beaucoup d'entre nous. Et c'est aussi une manière de soutenir la chaîne dans la boîte à gants, montrer que Trustmaster a eu raison de nous faire confiance. Et aussi, je vais vous faire un petit spoil, mais pour nous de prévoir les futurs épisodes avec Pierre Gasly, Charles Leclerc, Toto Wolff, Lewis Hamilton, et je vous en passe encore d'autres. Sur ce les amis, installez-vous confortablement, vous allez en apprendre pas mal sur la Formule 1, croyez-moi, et des choses que vous avez absolument jamais entendues. Bienvenue dans La Boîte à Gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt rallye, F1, MotoGP, motocross, ça nous intéresse de le savoir. Et pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Salut Cyril. Bonjour Yann. Je suis ravi de te recevoir dans La Boîte à Gants, même si en fait on est chez toi, à Paris. Oui, c'est moi qui vous reçois du coup. C'est toi qui nous reçois, c'est toi qui nous reçois. Tu sais, c'est une émission qui est filmée, mais qui est aussi en version audio. Ils n'ont pas l'image. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour comprendre qui tu es? Eh ben, en 2 mots, je suis Cyril Abitboul, ça fait 2 mots. J'ai 45 ans, je suis parisien. Et ça fait une petite vingtaine d'années que je traîne mes guêtres et un peu mon spleen et parfois mon enthousiasme dans l'univers automobile, de la compétition automobile, pendant une bonne paire d'années en Formule 1 et puis plus récemment dans le championnat du monde des rallyes. Et si vous faites un petit retour en arrière par rapport à ton enfance, le contexte dans lequel tu as grandi, est-ce que l'auto est déjà très présente? Est-ce que tu y as un intérêt? Dans quel contexte tu grandis? Contexte tout à fait normal, bienveillant, parisien, facile, aimant, avec des contacts pour l'automobile qui est un objet de déplacement pour partir en vacances, avec plutôt un papa qui aime bien les voitures, effectivement, qui aime bien conduire, mais pas beaucoup plus que ça. On est dans les années 80, donc un moment où la voiture est un outil et de liberté, d'émancipation, et de développement, et de progrès. En famille, on aime plutôt les sports, on aime le sport de glisse. On n'est pas engagé dans un sport en particulier, mais je pense qu'on a, que ce soit moi-même, mon père, ma mère, on a un esprit de compétition fort, un ego fort, une envie de gagner fort.
mais pas un contact plus important que ça avec l'automobile en particulier. J'aimais les voitures, vraiment. Le sport automobile était présent un peu en toile de fond, mais pas beaucoup plus que ça. Tu grandis avec 2 parents ingénieurs qui t'ont un peu guidé sur cette voie, même si a priori c'était pas totalement ta voie. Tu me disais quand on préparait cet épisode que finalement tous les éléments du sport auto étaient là un peu éparpillés. Le côté aussi même d'aimer créer les choses avec ton grand-père, je crois. C'est quoi un peu tous ces éléments justement ? Bah oui, effectivement, je pense que le sport auto est à la confluence à l'intersection de beaucoup de choses et chacun de ces éléments. Si le sport auto n'était pas présent en tant que tel, les éléments qui en sont constitutifs peut-être étaient présents très tôt. J'ai parlé effectivement de ces sports de glisse, de ces sports de vitesse. La vitesse était très présente. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à Pantin. Pour ceux qui connaissent Pantin dans la région parisienne, en banlieue parisienne, c'est très en pente comme ça. Et je me mettais sur toute forme de planches à roulettes que j'achetais ou que je confectionnais pour dévaler soit debout, soit allongé, soit couché, bref. Et ça traumatisait ma grand-mère. Donc il y avait ça, il y avait la vitesse, il y avait effectivement le fait de rouler, il y avait la création. J'étais fils unique, enfant unique à ce moment-là, de parents divorcés, donc j'étais assez seul. Donc je passais beaucoup de temps sur mes Lego à créer, à inventer, à m'imaginer des choses. Je pense que ça, c'est resté. Mon grand-père, effectivement, était artisan et je descendais dans son sous-sol à utiliser toutes ces machines-outils à bois, à métal, etc. Et donc je pense qu'il y a un goût pour la réalisation. Il y a un côté créatif, il y a un côté de réalisation. Il y a un côté de performance et de vitesse et de liberté. Je pense que ce qui m'a manqué dans ma vie d'enfant pour me préparer à ce qu'est le sport automobile, c'est peut-être les interactions sociales, parce qu'effectivement, c'était une enfance plutôt seule. Pas plus que ça, mais effectivement, pas une grande bande familiale ou pas une grande bande de fratrie. Et ça, c'est peut-être un point de différence avec le sport automobile, mais sur lequel je pense que je me suis guéri par la suite. C'est qu'évidemment, l'équipe de sport automobile, c'est une grande équipe, c'est une grande famille. C'est peut-être d'ailleurs ça que j'ai cherché à recréer ensuite, plus tard, chez Renault F1, c'est de créer une famille, avec les forces que ça représente, avec les faiblesses aussi. T'es né en 77, donc quand t'as une vingtaine d'années, même un petit peu avant, c'est un peu le début de l'ère digitale. T'es un gros mordu de basket, je crois que t'en as fait pas mal d'ailleurs aussi. Qui dit basket dit NBA, qui dit regarder les matchs de NBA, en fait c'est là où le digital a finalement été une première approche pour toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vrai que le NBA, finalement aujourd'hui, ça semble absolument hallucinant de se dire que de simplement savoir quel était le score d'un match de NBA, c'était compliqué, mais c'était compliqué. Et donc, époque Jordan d'ailleurs, époque Magic Johnson, etc. Cette époque glorieuse où la NBA commence à débarquer en Europe. Et à ce moment-là, en parallèle de cela, et d'ailleurs les deux sont connectés, Internet fait son apparition. Et Internet est un outil finalement pour que toute cette information débarque. Avant, il y avait une fragmentation du monde et notamment du monde sportif. Et avec Internet, l'univers sportif s'est défragmenté, s'est mondialisé. Et effectivement, très rapidement, j'ai été très connecté pour suivre mes passions, et notamment des sports américains, en particulier le basket. Et effectivement, c'est quelque chose, quand je suis arrivé chez Renault, qui m'a donné peut-être une forme d'edge, ça a été un peu ma valeur ajoutée, c'était de voir comment on pouvait, la Formule 1, comment elle pouvait aussi bénéficier. À ce moment-là, c'était une Formule 1 qui était très tournée télé pure et dure, système Bernie Ecclestone, etc. Comment cette télé pouvait commencer à se réinventer en adoptant les codes de broadcasting, de diffusion finalement de l'information, qui avaient été ceux employés par les sports américains, parce que les sports américains voyaient bien qu'ils avaient besoin de sortir de ce continent nord-américain, qu'ils avaient ce potentiel, et ils avaient l'opportunité par intermédiaire d'Internet. Avant que tu arrives chez Renault F1, tu passes par une école d'ingé comme tes parents, même si je crois que tu as fait une petite tentative pour aller à HEC. Parce que peut-être que ça te correspondait plus finalement, et je pense que ton parcours t'a donné... Ouais, c'est une petite anecdote, effectivement. J'ai fait 2 semaines sans le dire en prépa HEC plutôt que d'être en maths sup, mais ça, quand mon papa l'a appris, il était pas content, il m'a dit retourne en maths sup. Et donc voilà, école d'ingé. Une école d'ingé après des maths sup, maths p très 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 laborieuses, parce que c'était pas mon truc.
J'avais plein d'autres choses dans la tête à cette époque-là, mais dont le basket, dont le sport, dont un peu la compétition. C'était à ce moment-là d'ailleurs que j'étais le plus engagé sur le plan sportif. C'était probablement une forme d'exutoire, une échappatoire aux équations différentielles auxquelles je comprenais strictement rien. Et après, école d'ingé, quand même sympa, puisque à Grenoble, enfin, j'avais plusieurs écoles d'ingé, j'en avais à Paris et puis il y en avait à Grenoble. Et puis bah, là, effectivement, c'était l'univers de la glisse, du sport qui s'ouvrait, donc j'ai filé. Première sortie réelle de Paris. Et puis voilà, un playground extraordinaire, parce que Grenoble, c'est les montagnes, c'est des lacs de montagne aussi pour faire quelque chose que j'aime énormément, qui est la planche à voile. C'est pas si loin de la Méditerranée aussi pour faire des allers-retours le week-end avec des potes en Méditerranée, pour faire de la planche à voile. Donc voilà, un gros moment de vie sportive à ce moment-là. Tu arrives à la fin de cette école d'ingé. Et est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire ou est-ce que tu es finalement peut-être même plus perdu qu'à l'entrée de cette école? J'ai pas la moindre idée de ce que je veux faire. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, mais bon, faut pas le dire. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a des gens, j'admire les gens qui arrivent à se donner, se construire un destin avec certitude. Non, moi, j'en avais absolument aucune. Et effectivement, fin de cette école d'ingé, j'en fais 2. D'ailleurs, je fais une école très tournée physique, matériaux, voilà, très proche justement de tous ces sports que j'aime beaucoup, de ces réalisations, de ces procédés industriels, etc. Et puis une école... Tu as un autre élément finalement du sport auto qui arrive, c'est justement ces matériaux très spécifiques, je pense au carbone ou d'autres, c'est ça? Oui, exactement. C'est un groupe d'écoles à Grenoble dont certains sont très proches justement des composites, sur certains aspects. Un autre travail d'étude que l'on a fait, c'est l'étude sur les avalanches, la propagation des ondes dans les avalanches. J'ai absolument adoré faire joujou au sable et reproduire des avalanches en laboratoire. Donc voilà, ça me met les doigts dans la prise de certains des éléments du sport auto. Je fais une école aussi de maths et d'informatique, où il y a du codage, mais également toute la notion de données en temps réel. C'est des choses qui me fascinaient beaucoup, comment on est capable... Comment c'est que ces données, on est capable de les structurer et d'en faire une valeur. Aujourd'hui encore, ça me fascine et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Formule 1 sport auto et dans d'autres choses aussi. Donc voilà, encore des ingrédients qui viennent peut-être me préparer à quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. C'est cette rencontre avec l'automobile d'abord et le sport automobile après, parce qu'effectivement, à l'issue de cette école d'ingé, par hasard, je mets un CV dans une boîte à CV sur un forum de l'emploi. Et quelqu'un de très bien de chez Renault me recontacte pour un stage de fin d'études. Et c'est comme ça que je me lance dans une carrière dans l'univers de l'automobile. À ce moment-là, ça aurait pu être Renault ou n'importe quelle autre marque. Est-ce que tu suivais déjà la F1 ou c'était vraiment Renault et personne d'autre? Factuellement, je ne veux pas post-rationaliser à l'infini, mais c'est vrai que factuellement, le seul constructeur que j'ai contacté, c'est Renault. Et une petite post-rationalisation derrière, c'est qu'effectivement, si je n'étais pas complètement mordu de sport automobile, j'étais exposé à la Formule 1. Je suivais quand je pouvais les Grands Prix de Formule 1 et j'aimais ce sport et j'étais quand même admiratif de cette marque française au milieu de ces marques ou de ces... parce que c'était pas encore des marques à ce moment-là. Williams n'était pas vraiment une marque, McLaren n'était pas une marque, mais c'était... Je ne sais même pas comment on peut les appeler, c'est des garagistes, mais des garagistes prestigieux anglais. Et ce troublion Renault qui n'avait rien à foutre là, je trouvais ça magnifique. Il y avait un côté rebelle, c'est ça? Ouais, il y avait un côté... c'est ça, un peu revêche français, quoi. On va défier dans un sport qui n'est pas vraiment le nôtre quand même, dans des codes qui ne sont pas vraiment les nôtres. On va défier, on va défier les Anglais... un côté un peu nationaliste, un peu revanchard, déjà, je pense. Donc, Renault. Je pense que Renault, parce que ça, et parce que aussi Renault, c'est plutôt quand même une marque populaire, c'est une marque de gauche, contrairement à, historiquement, en tout cas, d'autres marques comme Peugeot, qui est plutôt de droite. Dans les années 80, c'était très marqué. Il y avait des marqueurs sociaux et politiques forts. Et en plus, Renault fait partie quand même de la construction sociale française. La gauche radicale, la gauche modérée, enfin voilà, il y a quand même tout ça, ça fait partie de ma construction personnelle, de valeurs, etc. Donc Renault et personne d'autre à ce moment-là.
Donc si Renault ne t'avait pas recontacté, tu aurais pu finir en finance de marché ou des choses qui ont absolument rien à voir. Probablement, c'était un peu ça, les études que je faisais, ça emmenait par là, tout ce qui était mathématiques et info, à ce moment-là, c'était très appliqué au trading, avant que d'autres, voilà, l'intelligence artificielle s'en charge. Voilà, donc ça aurait pu être ça. Je suis content que ça n'ait pas été ça. Comment ça se passe un peu tes débuts chez Renault? Est-ce que tu es tout de suite confronté à la F1? Tu parlais tout à l'heure du projet digital, donc c'est-à-dire vraiment tu arrives avec ce besoin de Renault de convertir sur le digital. C'est un peu tes premiers projets? Oui, absolument. En fait, je rentre dans une entité qui n'est pas connectée à la Formule 1, qui est une activité qui s'appelait le e-business à l'époque. Encore une fois, je parle de l'ère des dinosaures, donc 2001, donc un moment où les constructeurs automobiles disaient qu'ils allaient gagner plus d'argent sur Internet qu'en vendant des voitures. Peut-être que ça finira par arriver, mais enfin bon, ils étaient un peu en avance finalement. Et il y a différents projets, et l'un des projets, effectivement, est d'aider l'équipe de F1 de Renault qui se relance, parce que bon, Renault, à cette époque-là, n'arrêtait pas d'aller et venir en Formule 1, on arrête, on revient, puis on en reparlera plus tard. Et 2001, c'est l'année d'un retour de Renault en Formule 1, et à ce moment-là, il y a une association des constructeurs qui s'appelle le GPMA, qui commence à réfléchir à du lobbying vis-à-vis de Bernie Ecclestone dans un des très nombreux bras de fer de l'histoire de ces accords, pour essayer d'avoir une meilleure valorisation de leur participation, en justement essayant de mettre la main sur les droits digitaux, à un moment où bien évidemment les droits télé sont entièrement gérés par Bernie Ecclestone et le promoteur. Et donc effectivement, je fais quelques piges, quelques rapports pour indiquer comment ça s'est organisé aux États-Unis et comment finalement ce digital constitue des droits, constitue une valeur qui aujourd'hui est captée par personne. Donc c'est intéressant. Deux, c'est quelque chose que j'ai vu en tant que consommateur moi-même pour ces sports américains. Et trois, ça me permet effectivement de côtoyer et d'être exposé à plusieurs équipes et aux équipes de direction de plusieurs équipes. Donc quand tu es tout jeune, en stage de fin d'études ou quasi, il y a plus dégueulasse comme opportunité. Ce qui est assez amusant, c'est que très vite, même malgré tes études qui sont plutôt techniques, tu fais tout sauf du technique. Ah oui, non, mais je suis un très, très mauvais ingénieur. Mais non, effectivement, je m'en sors tout de suite. Donc je reviens tout de suite à plutôt des enjeux business et sociaux, en fait, et marketing, parce que c'est inventer des nouveaux produits, des nouveaux usages, des nouveaux modes de consommation autour d'un sport qui est un sport passion, pour moi et pour d'autres. Mais surtout, c'est sur ces usages-là et comment, autour des usages, on peut générer de la valeur. Très vite, tu as aussi beaucoup d'aspects juridiques, contractuels. Je pense notamment, je crois que c'est dans les années 2007, premier contrat entre Renault et Red Bull. Ouais, j'aime bien les mots, j'aime bien la précision du langage des contrats. Il n'y a pas d'approximation, c'est très précis, c'est très sharp, il n'y a ni trop peu. Et donc, je m'épanouis beaucoup là-dedans, je découvre complètement par hasard. Et en fait, je passe de cette partie digitale à une partie beaucoup plus tournée sponsoring, contrat de sponsoring, contrat pilote, contrat moteur. Donc effectivement, c'est mes premières rencontres avec le management de Red Bull de l'époque, qui est toujours le même management qu'aujourd'hui, avec Christian Horner et Helmut Marko. Mon premier meeting avec Helmut Marko est lunaire. J'ai l'impression de rentrer dans un film de James Bond. Et bon, bah voilà, c'est les premiers moments où on s'écharpe sur le prix des moteurs. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai été lancé dans une relation qui était assez rapidement, je sais pas pourquoi, mais assez antagoniste avec Red Bull sur ces négos. Après, ça s'est continué, mais voilà, effectivement, premier contrat qui a été un premier pivot de Renault en tant qu'équipe très tournée sur elle-même, à Renault, une équipe également fournisseur de moteurs. Pourquoi tu disais que tu as l'impression d'entrer dans un James Bond, cette première rencontre avec le fameux Helmut Marko? Ah bah, Helmut Marko, bon, déjà il a un œil de verre quand même, hein. Enfin, c'est pas un secret. Donc déjà, c'est quand même un peu déstabilisant la première fois quand on n'est pas préparé. Il a un accent autrichien à couper au couteau quand il dit 3 mots, et il n'en dit pas 4, et les 3 mots, c'est pas des mots pour dire je t'aime, hein. C'est très anguleux, c'est straight to the point, et oui, c'est tout de suite quelqu'un qui met beaucoup de tension dans les relations,
J'étais absolument pas préparé à ça. Non, je suis hyper tendre, je sors de mes écoles, l'univers corporate feutré Renault, la régie Renault à moitié nationalisée. On se retrouve devant un Autrichien qui veut, pour lui, il est prêt à tout pour gagner, et on voit à quel point ça marche. On était à ce moment-là pas du tout dans ce système-là, dans ce software-là de pensée. Donc c'est un clash, mais c'est génial. T'as l'impression d'être en fait finalement jeté un peu dans la fosse au lion, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, du jeune qui a grandi un peu seul, c'est là où tu te rends compte qu'il faut que tu évolues un peu sur ce côté-là pour, entre guillemets, t'endurcir, j'imagine. Oui, absolument. Mais j'ai aussi eu la chance d'être encadré. Hein. Je ne suis pas tout seul dans des situations comme ça, très très bien encadré. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle de rencontrer des gens de grande qualité qui m'ont fait confiance. Un directeur marketing et communication, Jean-François Cobé, qui est une personne vraiment importante. Directrice financière de l'écurie, Laurent Séclé, quelqu'un d'ultra structuré qui gérait toute cette partie contractuelle et financière. Et puis, à la tête de tout ce monde-là, Flavio Briatore, évidemment. Donc le team principal de l'époque, qui, je pense qu'il me prend sous son aile, qui sent qu'il a besoin de quelqu'un qui soit capable à la fois de parler son langage à lui et le langage de Renault. Et donc, pendant des années, finalement, mon rôle est d'essayer de faire en sorte que les deux univers, corporate, franchouillard, de la régie Renault, et cet univers de la Formule 1 se comprennent, se respectent, soient capables de tirer le meilleur l'un de l'autre. Et je pense que c'est un système qui marche. D'ailleurs, la preuve, hein, il y a des titres à ce moment-là, 2005-2006. Et des titres, c'est bien sûr un pilote, une aéro, des pneumatiques Michelin, mais c'est aussi un système qui fonctionne entre le corporate, entre la maison mère et son équipe. Red Bull, c'est la même chose, Mercedes, c'est la même chose, on en parlera peut-être après. Ce système-là, à l'époque, il fonctionne, et c'est notamment grâce à ce système et ces personnes dont je parlais précédemment. Tu parlais justement de Flavio Briatore. En 2008, il y a le Crash Gate. Est-ce que tu peux rappeler un peu cette histoire? Et toi, tu y as été directement impliqué en plus, enfin, en tout cas dans l'enquête. Ouais, alors j'étais un peu l'idiot utile aussi, mais parce que, en fait, on était en pleine négociation pilote, et on était en train de négocier le renouvellement du contrat de Piquet ou pas. Et effectivement, on voit une voiture qui se met dans le mur, on voit Alonso qui a la bonne stratégie, et puis on voit qu'on gagne. Donc effectivement, pour rappeler, c'est une instruction qui est donnée par le management de l'équipe à Nelson Piquet Jr. de provoquer une safety car, de se démerder comme il voulait pour provoquer une safety car. Et à ce moment-là, le règlement safety car faisait que si on savait qu'il allait y avoir une safety car qui allait être déployée, on pouvait l'anticiper et on pouvait globalement se remettre devant tout le peloton. Depuis favoriser Alonso. Voilà, exactement. Et donc effectivement, ça marche parfaitement bien. Il provoque une belle safety car au bon virage, parce que c'est Singapour, donc à Singapour, les accès des grues peuvent être plus ou moins compliqués, donc vraiment le bon virage où c'est le plus loin de la grue, etc. Et puis effectivement, en anticipant l'arrêt du coup d'Alonso, le management de l'équipe est capable de le faire passer devant. Et voilà, donc il gagne le Grand Prix. Et effectivement, j'ai senti pendant ce week-end énormément, forcément, de tension dans les discussions pilotes, évidemment. Mais j'avais pas, pour ça que je parle d'idiot utile, j'avais absolument pas connaissance des faits de ce qui se tramait à cette époque-là. T'as pas eu du tout de doute? Tu t'as pas trouvé... Tout le monde à ce moment-là, je me rends pas compte dans la situation, mais est-ce qu'il y a tout de suite eu des doutes sur le fait que ça pouvait être quelque chose de provoqué, d'intentionnel, ou c'est arrivé bien plus tard? C'est arrivé bien plus tard. Sur le moment, on se dit c'est quand même incroyable. Et puis après, la vie passe, les contrats se font, se défont. Enfin, la vie de la Formule 1, de toute façon, c'est une vie à 300 à l'heure, donc les Grands Prix s'enchaînent. Donc finalement, on n'a pas toujours du temps vraiment d'analyser en profondeur ce qui se fait. Donc en fait, un événement chasse l'autre. Je ne sais pas ce qui se passait après, mais on a dû passer sur le sujet suivant. Puis c'est un peu après, et finalement c'est au printemps suivant, 2009, que
que cette histoire, en fait, commence à sortir et on se rend compte de la machination qui a été organisée. Et effectivement, comme je m'occupe aussi des affaires juridiques à ce moment-là, je coordonne ce qu'on appelle une espèce d'enquête interne avec les avocats, la constitution des dossiers. Et c'est un moment très difficile à gérer parce que c'est un moment avec quand même, où il y a quand même des circonstances qui sont assez accablantes. Donc il faut prendre ses responsabilités, y compris vis-à-vis des personnes concernées, dont mon chef de l'époque, hein, donc Flavio Briatore, à qui il faut que j'explique que c'est fini. C'est toi qui lui as annoncé qu'il était en gros viré ad aeternam de la F1, quoi. Ah ouais, il n'y avait pas beaucoup de candidats. C'est pour ça que tu disais l'idiot utile, quoi. Ouais, en tout cas c'était surtout dans la partie. Oui, effectivement, ça c'est un peu. Mais j'ai souvent été un peu monsieur mauvais office. Le fusible, quoi. Ouais, le fusible, ouais. Mais il faut quelqu'un. On peut pas être toujours là juste pour faire le jeu dans la caméra. Il y en a beaucoup ici, mais non, il y a un moment il faut prendre ses responsabilités. Ça a été un moment de prise de responsabilité, d'émancipation. De saut dans l'inconnu, c'est compliqué parce que je mesure encore aujourd'hui tout ce que je dois à Flavio. Bon, à un moment, il a fait une connerie, il faut à un moment aussi être responsable. Il y avait aussi un sujet de réputation et de responsabilité de Renault en tant que tel. On avait quand même pas loin de 800-900 collaborateurs associés, dont il faut aussi réfléchir. Donc on a le top management, savoir, c'est public tout ceci, hein, Flavio et Pat Simons, qui ont été reconnus comme étant les cerveaux derrière cette entreprise, ont été pris en responsabilité, et le reste de l'équipe a pu continuer de survivre, même si en termes de réputation, je me souviens parce que c'est, je crois, la première fois, voire peut-être la seule fois, que Renault a fait la une du New York Times. Et donc là, toute la question était de savoir est-ce que any publicity is good publicity ou pas. Mais voilà, bon, c'était une autre anecdote. On avait réussi à faire la une d'un journal américain pour un constructeur automobile français. Ça n'arrive pas tous les jours. Il faut quand même rappeler aussi qu'à ce moment-là, tu es encore très jeune. Tu as 31 ans. C'est ça. D'être confronté à tout ça aussi jeune, j'imagine que c'est quand même... Tu as dû grandir très vite, je veux dire grandir dans ce métier-là, d'avoir été confronté à ces situations aussi particulière, comme c'est pas comme si tout le monde avait vécu ce genre de situation. Ouais, c'est vrai, mais je pense que de toute façon, on grandit. Ce qui nous fait grandir, c'est pas notre âge, c'est ce à quoi on est confronté. Et voilà, à la fois les drames, et il y a des drames beaucoup plus atroces que ceux-là, bien évidemment, mais toutes les difficultés de la vie. Et si on reste dans sa pièce, aussi confortable soit-elle ou pas, à 70 ans, on reste un enfant. Donc c'est se confronter à la vie. Et effectivement, et la Formule 1, c'est un accélérateur de plein de choses, mais c'est aussi un accélérateur de vie, de rencontres, de voyages. La suite, elle fait grandir aussi, en 2009. Donc fort de cette mésaventure, fort d'une crise financière en 2008, fort de résultats sportifs qui sont mauvais. Parce que finalement, la vraie leçon de tout ça, c'est la puissance du résultat sportif qui l'emporte tout. Parce que finalement, Flavio et Pat, ils font cette connerie-là parce qu'ils ont une pression énorme de délivrer des résultats. On a eu 2 très bonnes années, 2005-2006, on change les pneus, on passe de Michelin à Bridgestone, fini. Je ne sais plus combien on passe là, mais en 2007, posé. Plus Fernando se casse, il revient, et les résultats sont toujours aussi médiocres, alors que le chèque pour faire venir Fernando, il n'était pas médiocre. Les résultats sont mauvais, la voiture est posée. Énorme pression sur le résultat sportif, et c'est là qu'on commence à faire des bêtises. Donc ça, c'est un enseignement, ça fait grandir. 2009, pas de résultats sportifs, crise financière, Renault en quasi-procédure de sauvegarde pour ne pas faire faillite, mais comme toutes les grandes boîtes de l'époque, crise financière, elle est quand même monstrueuse. C'est à l'aube de l'arrivée de Ghosn. Non, Ghosn est déjà là. Ghosn est déjà là, ok. Ghosn est déjà là, et crise réputationnelle avec cette histoire. Donc, instruction mi-novembre, il faut qu'au 31 décembre, l'écurie ne soit plus dans les comptes de Renault. Donc là, ça fait grandir, parce que, évidemment, celui qui est chargé du dossier, pas tout seul, bien sûr, c'est moi, trouver une solution. Et à ce moment-là, je rencontre, je me souviens, au Grand Prix d'Abu Dhabi, Gérard Lopez, voilà, avec qui on fait connaissance. Comment ça se passe un peu l'évolution? Parce que je crois que justement, là, ça commence à un petit peu, pas tourner mal, mais tu commences à plus être forcément en phase avec tout ça, et tu commences à avoir des envies d'ailleurs.
Ouais, bah, il y a cette période-là qui se fait, qu'on trouve une solution pour effectivement revendre l'équipe, tout en restant dans l'actionnaire minoritaire. Et surtout, ça c'était très important pour moi, de garder un pied en Formule 1 par l'intermédiaire de notre entité moteur. Parce que quand on veut venir en Formule 1, la vraie difficulté, c'est la partie moteur. Châssis, il y a des équipes châssis, alors maintenant il y en a moins parce que la Formule 1 a changé, mais ce qui est difficile, c'est vraiment le moteur. En tout cas, les moteurs thermiques. Moteur électrique, ça va changer complètement la donne, mais le moteur thermique à l'époque. Et donc, c'était vraiment l'enjeu. Et je suis très content, je n'étais pas tout seul, encore une fois, mais d'avoir réussi à convaincre Renault de rester motoriste. En plus, à ce moment-là, il y a cette aventure Red Bull qui est en train de... Aussi bien, il y a l'écurie Renault qui a complètement périclité, autant l'équipe Red Bull est une force en train de naître. Et on sent qu'ils vont compter et que les motoriser, c'est important. Donc on arrive à convaincre le comité exécutif de Renault, si on vend l'écurie, de rester motoriste. A priori, tu avais raison, parce qu'on peut parler de contribution clairement aux 3 titres de Vettel. Oui, bien sûr, absolument. 4. Absolument, oui. Bah, on sentait bien que notre moteur à ce moment-là, il était performant, que l'équipe Red Bull faisait tout ce qu'il fallait, alignait tout ce qu'il fallait pour devenir une force qui comptait. Ils avaient en plus 2 écuries avec Toro Rosso à l'époque. Donc non, je pense que cette décision, elle était bonne. Mais effectivement, bon, il y a des évolutions d'organisation. Entrer dans trop de détails, il y a un nouveau président pour Renault F1. Je me sens pas du tout en phase, pas du tout. Et donc, effectivement, je me sentais que le périmètre de l'écurie ayant quand même fortement réduit, plus un président qui avait envie d'être très présent, qui, je sentais, avait finalement envie de faire mon job. Pas président de Renault, président de Renault F1, je précise. Je trouvais plus ma place, donc j'ai eu à ce moment-là 1, puis 2 sollicitations, et puis la deuxième, on a convenu avec Renault que c'était pas une mauvaise chose que j'aille ailleurs. La première, c'est Williams, c'est ça ? Carlos Tavares refuse catégoriquement. Et la deuxième est finalement liée à l'histoire qui est en train de se créer avec Alpine, savoir à Caterham, puisqu'il y a la joint venture pour Alpine. Oui, c'est ça. C'est une jolie histoire parce que Alpine, qui a le projet qu'on lui connaît aujourd'hui, qui est un magnifique projet, et ce projet, il naît grâce à un petit constructeur automobile anglais à l'époque détenu par des Malaisiens. Tony Fernandez en particulier, qui avait fait fortune avec AirAsia, qui est en gros le EasyJet de l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, énorme continent, énormément de croissance, et donc un EasyJet là-bas, ça fait un tabac. Et en gros, ce qu'il a voulu faire dans l'automobile, le coup qu'il avait réussi à faire dans l'airlines, dans l'aérien, relancer une marque, et donc il voulait faire ça avec Caterham, et donc il y avait un mariage d'intérêt qui se fait entre Alpine et Caterham pour partager ce qu'on appelle le ticket d'entrée, c'est-à-dire les coûts d'investissement pour relancer la marque Alpine. Et effectivement, le fait que j'aille donc chez un partenaire de Renault, à savoir Caterham, c'est plutôt vu comme une bonne chose. Bon, après, j'ai pas pu éviter les sorties de route de Caterham, parce qu'il se trouvait que c'était finalement un traquenard, et que, en gros, les financements à la fois de la partie industrielle avec Alpine et de la partie Formule 1 n'étaient absolument pas assurés ou pérennes. Je veux dire qu'on vous a un peu vendu du rêve, quoi. C'est en fait un projet industriel, ça se finance pas de la même façon qu'un projet de service. C'est-à-dire que Tony Fernandez était capable de lever des capitaux pour financer le développement de AirAsia, mais ça reste du service. C'est-à-dire qu'il fabriquait pas, il conçoit pas des avions. Il achète des avions, il package du service. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin tellement de capitaux en amont. Et en fait, effectivement, je pense que lui-même n'a pas mesuré que quand on fabrique une voiture, il y a des investissements très lourds, des centaines de millions d'euros pendant des années pour faire la conception, faire les essais, faire l'usine, la chaîne de montage, etc., etc. Donc, je pense que c'est pas qu'on nous a vendu du rêve, je pense que lui-même n'a pas mesuré à quel point, faire un projet industriel ou lancer une société de service, qu'à la fin, une société aérienne, c'est une société de service, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, le projet s'est planté. Donc, je me suis retrouvé, étant chez Caterham, à devoir non seulement gérer l'impossibilité de paiement vis-à-vis d'un certain nombre de fournisseurs, dont Renault F1, qui était motoriste de Caterham. J'avais face à moi mon ancien moi,
mon futur moi. Mais pas que. Chaque week-end, il fallait que j'essaie de trouver des ronds pour avoir les pneus, avoir l'essence, payer les gars, payer les hôtels, payer les moteurs, payer la boîte de vitesse à Red Bull. C'était mon fournisseur de boîte de vitesse à cette époque-là, chez Caterham. Et c'était pas une mince affaire. Donc j'ai tenu le truc à bout de bras pendant 1 an. Si je caricature un peu, c'est comme si tu avais les huissiers sur le dos et que tu pouvais pas du tout te concentrer sur les aspects sportifs, quoi. Ah, mais les aspects sportifs, ils étaient juste inexistants. C'est-à-dire que c'est ça que c'était très compliqué. Sur le plat, j'ai beaucoup appris parce qu'en termes de communication, les médias sportifs, ils s'intéressaient aux résultats sportifs qui étaient dramatiques. Et pour moi, la prouesse, c'était pas de faire 11, 12, 13 ou de marquer un point. La prouesse, c'était déjà d'être là le jeudi avec toutes les pièces de la voiture et effectivement tous les créanciers qui aient accepté de nous délivrer les pièces pour qu'on participe à un Grand Prix. Parce que le problème, c'est qu'une équipe de Formule 1, le jour où elle ne participe plus, elle n'existe plus. Sa valeur, c'est sa participation. Elle ne participe plus, elle n'a plus de valeur. Et comme je me suis assez rapidement rendu compte que la voie de sortie pour l'équipe, comme pour moi, c'était la revente de cette équipe, il fallait absolument la faire continuer à participer le temps que la vente se réalise. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que Caterham, c'était un peu la version accélérée de ce que tu vas vivre après avec Lotus. Ouais, alors, différemment, disons d'un point de vue différent, mais effectivement, à cette époque-là, en fait, le business model de la Formule 1 est juste très mauvais. La Formule 1 va mal, déjà. Il n'y a personne qui vient voir la Formule 1. Personne dans les gradins. Aujourd'hui, on oublie que Grand Prix de Barcelone, il n'y avait personne dans les gradins. Donc, quand on voit aujourd'hui l'engouement, c'est complètement fou. Mais c'est une leçon. Donc la Formule 1 n'intéresse personne, donc elle n'a pas très peu de revenus commerciaux, il n'y a pas de sponsors, encore moins pour les écuries de fond de grille, et les coûts sont en train d'exploser parce que Ferrari, Mercedes, Red Bull se tirent la bourre sans aucune régulation. Beaucoup plus tard, on parlera peut-être effectivement le budget cap qui est arrivé, qui a stoppé tout ça, plus la croissance commerciale de la Formule 1, donc ça n'a strictement rien à voir avec la Formule 1 d'aujourd'hui. Et donc la plupart des équipes, on va dire 7 équipes sur 12, sont globalement sont en quasi faillite, dont effectivement Caterham, dont effectivement Lotus. Donc la vente de Caterham se fait, je reviens chez Renault et effectivement plus tard, au terme d'un process de réflexion long, très long, finalement la décision est prise de revenir en Formule 1. Faut qu'on ait une équipe à racheter. Et donc, pendant quelques mois, avec l'équipe autour de moi, on a aidé Lotus à survivre. Parce que, encore une fois, si Lotus se cassait la gueule, c'est l'ensemble du projet de retour de Renault en Formule 1 qui se cassait la gueule. Tu veux dire que c'est Renault, alors l'entité Renault Sports, on va dire ça comme ça, qui payait les factures de Lotus pour finalement que l'entité, comme tu l'expliquais, ait encore une existence et donc une valeur pour la racheter. On ne peut pas dire les choses aussi simplement que ça, même s'il y a prescription maintenant. Mais effectivement, on faisait tout ce qui était en notre pouvoir et légalement pour faire en sorte que Lotus ne se plante pas. Et ça, avant que l'on reprenne Lotus, tout en ne faisant pas courir à Renault des risques en responsabilité. Parce qu'effectivement, si on commence à se substituer à Lotus pour honorer ses dettes, ça veut dire qu'on devient globalement actionnaire de fait et que donc toutes les dettes de Lotus pouvaient nous revenir sans que pour autant on en ait décidé d'en reprendre la propriété. Donc c'était une ligne de crête sur laquelle il a fallu évoluer pendant plusieurs mois. C'était très éprouvant pour l'équipe qui s'en occupait parce que j'étais pas tout seul. J'avais 3 personnes très très proches qui sont restées très très proches parce qu'on a vécu une période très éprouvante parce qu'on croyait au projet, on était à peu près sûr que Renault allait se décider positivement, mais tout allait s'écrouler, l'ensemble du château de cartes allait s'écrouler si Lotus était empêché de participer. Donc effectivement, quand les huissiers débarquent en Belgique au Grand Prix de Spa, c'est une très mauvaise nouvelle pour Lotus, mais en fait c'est surtout une très très mauvaise nouvelle pour l'ensemble du projet Renault F1. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que tu as quand même pris des risques à ce moment-là, sans parler de risques légaux, et qui finalement ont peut-être chez certaines personnes t'ont donné une image ou une mauvaise réputation parce que ils n'avaient peut-être pas la vision d'ensemble. Je peux pas les blâmer eux de ne pas avoir la vision d'ensemble. Je pense que ça fait partie effectivement des jeux de rôle dans une grande société. Il doit y avoir des mécanismes de régulation, de gestion des risques d'une société, surtout une société de la taille de Renault. Bon,
même si quand même la Formule 1, il ne faut quand même pas exagérer, c'est un épiphénomène quand même dans les comptes d'un groupe comme Renault. Mais effectivement, je pense que j'ai un caractère très fort, très engagé, et quand je suis très orienté sur le résultat. Là où finalement les grands groupes sont plutôt très fortement engagés sur les moyens et sur justement les procédures de conformité et de régulation. Donc il y a un clash de culture, mais c'est pour ça aussi que je me suis senti aussi bien pendant toutes ces années dans le sport auto, parce que le sport auto, ça doit être la culture du résultat. C'est pour ça que j'ai autant d'admiration pour Red Bull, parce que c'est une entité, c'est la seule entité que je connaisse vraiment qui fait tout, peut-être avec Aston Martin aujourd'hui, qui fait tout pour le résultat. Là, encore une fois, des gros groupes industriels ne peuvent pas se permettre de raisonner comme ça. Encore une fois, c'était arriver à faire le grand écart, mais effectivement, je pense que je ne me suis pas forcément créé la meilleure réputation possible auprès de certaines personnes. À ce moment-là, Carlos Ghosn, donc, qui est le grand patron de Renault, veut un retour en Formule 1. Peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, peut-être un peu d'ego. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu es convaincu que c'est une bonne idée que Renault revienne en F1 ? Ou est-ce que tes convictions personnelles te disent ça va pas forcément prendre le bon sens ? J'essaie quand même si je suis très engagé sur le résultat, de rester à ma place. Ma place, c'était l'exécution d'une stratégie. La stratégie, elle est décidée par, à la fin, un comité exécutif avec un CEO à la tête, mais et surtout par un marketing, une direction du marketing. Parce que la Formule 1, c'est une plateforme marketing, quand même. C'est d'ailleurs les budgets qui alimentent le sport auto, ce sont des budgets marketing. Et effectivement, c'est la conviction du marketing à ce moment-là que ça fait du sens d'y être. Moi, j'étais tiraillé parce que, encore une fois, à ce moment-là, la Formule 1 allait pas bien. Renault, la stratégie de Renault de revenir en Formule 1, j'étais pas à l'aise avec ça. Mais en même temps, c'était mon boulot de faire en sorte que si c'était la décision, que cette décision puisse être exécutée dans les meilleures conditions possibles. Donc j'avais un vrai tiraillement. C'est aussi pour ça que je restais vraiment à ma place, de faire en sorte que si le projet était décidé, qu'il puisse être exécuté. Et que je participe surtout pas justement à la réflexion stratégique, parce que je pense que ça aurait mis mon cerveau un peu en bug. Une espèce de conflit d'intérêts entre potentiellement une intuition. Donc c'est pour ça que c'est bien que je sois pas patron du marketing, parce que j'aurais pas pris cette décision-là. Je dis ça aussi pour les plus jeunes auditeurs, viewers, mais il faut bien comprendre que la Formule 1, c'est avant Drive to Survive, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui connaissent via cette série sur Netflix. C'était vraiment une autre Formule 1 dont tu parles. Et pourtant, on ne parle pas des années 80. C'est juste, il y a eu un changement qui a été drastique en quelques années, avant Liberty Media, avant tout ça, quoi. C'est vrai. En fait, 2016 ou 2017, j'ai un trou de mémoire. CVC, qui était le propriétaire de la Formule 1, revend à Liberty Media. Et là, c'est un changement complet de monde. CVC, c'est un groupe de private equity, donc pour ceux qui connaissent. Donc en gros, c'est des investisseurs financiers qui cherchent un rendement, voilà, annualisé. Ils cherchent du 9-10%. Voilà, donc ils veulent pas de risque. Pas trop de problèmes de réputation, pas trop d'investissement. Et donc, la Formule 1, ils l'ont acheté, j'ai oublié quel prix, ils l'ont vendu 8 milliards en valorisation totale, 4 milliards en cash. Ils ont fait largement en annualisé le rendement qu'ils cherchent à faire, mais ils n'avaient pas vraiment une volonté de développer plus que ça la Formule 1. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas passé loin de la sortie de piste de la Formule 1 avec une telle stratégie. Et quand Liberty a racheté à 8 milliards, tout le monde a dit mais ils sont complètement fous. Un, ils sont complètement fous. Et deux, ça va être des Américains un peu simplistes, complètement incapables. Je me souviens de toutes les railleries quand ils nous ont présenté leur plan qui tenait en gros en 3 mots. Chine, digital, Super Bowl. Chine-US, expansion géographique, digital, Super Bowl, c'est-à-dire que chaque course doit être un Super Bowl. Première action, on change le logo. Tout le monde se fout de la gueule du logo, je me souviens. C'est ça Liberty, c'est un nouveau logo. Ça fait cher le nouveau logo. Puis voilà, aujourd'hui on voit. Ils se sont tenus à des idées très simples, qu'ils ont exécutées avec beaucoup d'investissement. Je me souviens aussi des équipes de F1 qui râlaient parce que l'autre mesure symbolique, c'est de changer les bureaux. Toujours, hein, ça commence toujours de la même façon. Donc des petits bureaux absolument ultra cocasses de Bernie
C'est marrant parce que c'était une petite tour devant Hyde Park, je crois, en Angleterre, le bureau de Bernie. C'est une tour, mais très étroite, comme squeezée, là, comme compressée. Comme un petit clocher, quoi, qui... Incroyable. Ouais. Princess Gate, quand même une adresse absolument magnifique. Princess Gate a des bureaux modernes à côté de... peu importe, à côté du Ritz, maintenant, où sont Liberty... 3 étages avec une direction technique marketing, des cabinets de stratégie, des consultants, des machins. Et les écuries, en fait, elles font la gueule parce que la redistribution des revenus se fait après déduction des charges. Donc plus Liberty dépensait et plus les écuries de F1 avaient l'impression que ça allait être de la valeur en moins. Alors, c'est vrai que c'était de la valeur court terme en moins, mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne critiquerait la stratégie d'investissement et donc de dépenses aussi de Liberty à ce moment-là. Pour revenir un petit peu à cette période d'amorce de retour en F1, où il y a un peu des rebondissements en permanence, donc tu disais tu ne veux pas forcément te mêler de la stratégie marketing, donc tu exécutes. À ce moment-là, je crois qu'il y a un fait de com de Carlos Ghosn, encore une fois peut-être emporté par son ego, c'est de dire dans 3 ans on est champion du monde, qui est peut-être un peu un emballement. Il y a aussi pas mal de rebondissements. Je pense au coup de bluff que tu as pu faire avec Red Bull au niveau des moteurs. Ouais, alors effectivement, bon, tout peut pas être raconté, mais comme ça a été une longue partie parce qu'on devait décider à l'été 2015 et qu'on a décidé à décembre 2015, donc il y a eu d'un côté effectivement maintenir Lotus en survie, et puis il y avait aussi un sujet qui était de réunir les conditions, toutes les conditions, y compris des conditions financières exigées par Carlos Ghosn pour ce retour en Formule 1, qui avait l'impression que finalement... Et il avait complètement raison que Renault n'était pas considéré à sa juste valeur dans le système Formule 1. Pour ce qu'on avait fait dans le passé, depuis 77 d'ailleurs, parce que le premier engagement de Renault en Formule 1, c'est la même année que ma naissance, en tant que motoriste, en tant que partenaire. Infinity, par exemple, la marque premium de Nissan, était à ce moment-là sponsor titre de Red Bull. Donc bref, il trouvait que Renault n'était pas suffisamment valorisé, et donc il nous a mis la barre très 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 haut pour les contreparties financières de notre retour en Formule 1. Très haut, et donc il a fallu effectivement pas mal de coups de poker pour à la fois gérer le temps, qui était un temps très long, et à la fois arriver à revenir avec ces contreparties financières. Ça s'est fait en plusieurs reprises, ça s'est fait effectivement... j'ai eu plusieurs coups de pouce du destin. Que tu as provoqué quand même. Ouais, toujours. Mais voilà, il faut pas juste... faut avoir un environnement favorable. Il y a eu une petite anecdote, c'est que cet été-là, Red Bull était certain de pouvoir obtenir un moteur Mercedes. Et ils étaient en contrat avec nous. Et j'y croyais pas une seule seconde. Mais eux, ils ont cru. Je crois que c'est à cause d'un déjeuner sur un yacht pendant l'été, comme quoi il faut pas aller sur les yachts l'été. Et donc, en fait, au retour de ces vacances, ou c'est juste avant ces vacances, c'était en juillet le yacht, je crois. Et donc, le tout dernier Grand Prix, Budapest, je me souviens, déjeuner avec Helmut et Christian, où ils me disent, voilà, on veut résilier nos contrats avec vous. Parce qu'on va... pensez que vous allez avoir un autre moteur. Je savais qu'ils n'allaient pas avoir un Ferrari. Je crois qu'à l'époque, il y avait que... Voilà, ils n'avaient pas Honda. Honda était chez McLaren. Et donc, ils étaient certains. Donc, je lui dis, vous pensez que vous allez avoir un contrat à moteur Mercedes? Ils me disent, oui, on a des assurances. On a eu un déjeuner. On a des assurances qu'on va avoir un contrat à moteur Mercedes. Très bien. Et en fait, je crois que c'était un peu quasi une boutade de ce bon vieux Niki Lauda qui en ratait jamais une avec Helmut Marko, qui pour une fois, je crois, est tombé dans le piège. Et moi, j'ai senti quand même que c'était un piège, et j'ai call the bluff, comme on dit. J'ai fait, ok, vous voulez résilier notre contrat? Ok, on résilie notre contrat. Alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc déjà, là, il y a des discussions financières qui peuvent s'opérer quand on résilie un contrat avant l'heure. Et je savais que, faisant ça, je prenais un énorme risque, parce que si jamais la décision de revenir en Formule 1 n'était pas prise à la fin de l'année, on était complètement out du sport. On revenait pas en tant qu'écurie, mais on n'était plus motoriste. Donc c'était vraiment la fin de la partie, complète. Mais je savais aussi j'intuitais que si effectivement ils s'étaient fait balader par Mercedes, ils allaient revenir à un moment, pardon l'expression, la queue entre les jambes pour redemander un moteur, et qu'à ce moment-là, on allait pouvoir discuter
de manière très 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 différente les conditions économiques. Le rapport de force inversé. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été effectivement un joli coup de poker pour arriver avec certains des éléments financiers demandés par Carlos Ghosn. Je crois qu'il y a aussi un... Alors, je ne sais pas si c'est exactement cette même période, mais tu l'évoquais un peu tout à l'heure, Ghosn a fait un peu a changé d'avis assez régulièrement sur justement est-ce qu'on retourne en F1, est-ce qu'on retourne pas en F1, par rapport justement à toutes ces contreparties financières dont tu parlais qui demandaient à être très solides. Et tu as refait un autre coup de poker, enfin plusieurs d'ailleurs, pour justement essayer d'avoir un backup plus important, notamment sur la prolongation du contrat motoriste avec Red Bull. Je crois qu'il y a eu aussi un système de... Ah, t'es bien informé? C'est ça? Je sais pas qui t'a informé comme ça. Je sais pas non plus. Non, effectivement, il y a eu un week-end crucial du mois de novembre où Ghosn prend plutôt l'orientation de pas revenir. Et donc l'instruction de vendredi soir j'ai oublié quel jour c'est exactement, 14-15 novembre, c'est lundi on annonce qu'on arrête la Formule 1, qu'on sort de tout ce bordel, etc. Donc l'instruction m'est donnée d'organiser ça pendant le week-end avec les équipes de communication, etc. Et je sens que, le marketing de Renault est déçu, que c'était vraiment pas leur choix principal, et deux, qu'on n'a pas joué complètement encore l'ensemble de la partie. Ils ont pas peur que toi tu fasses une bêtise dans le sens où tu t'es énormément investi dans ce projet et finalement on te dit en fait non, laisse tomber. Ouais, c'était effectivement, j'ai eu un coup de fil du DRH de Renault de l'époque en me demandant si ça allait, si j'avais besoin de soutien psychologique pendant le week-end, si j'avais le gaz chez moi. Mais bon, non, c'était un coup dur. C'était un vrai coup dur, c'était un coup dur pour moi, pour nos équipes. Ce week-end-là, il se passe plein de choses. Donc d'un côté, je fais ce qu'on me dit, c'est-à-dire de préparer la sortie, l'annonce de la sortie aux collaborateurs, etc. du lundi. Deuxièmement, ce samedi-là, je vois quelqu'un qui a compté pour moi toujours, qui est Fred Vasseur. Qui est pas sur ce podcast d'ailleurs aussi. Ouais. À Viry-Châtillon, on se voit. Viry-Châtillon, c'est les bureaux de Renault Sport. Voilà. Et je lui annonce parce qu'en fait, j'avais discuté avec Fred du projet pour qu'il nous rejoigne. Et sans trop savoir exactement pourquoi, mais on se dit qu'on va se voir à Viry. Et on se voit à Viry. Et puis on se dit que c'est vraiment trop con tout ça. Il n'en sort pas grand-chose de plus. Il continue de me pousser, il me confirme également sur son avis que toute la partie n'a pas été jouée. Donc je pense que ça me pousse un peu à prendre un peu d'énergie pour la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est effectivement... c'est pas réellement un coup de bluff, c'est simplement de montrer à l'ensemble du système Formule 1 qu'est-ce qui va se passer le lundi. Donc effectivement, j'appelle le grand patron de CVC, qui est propriétaire, donc ce fonds de private equity qui est propriétaire de la Formule 1 à l'époque, et de lui dire, les gars, lundi, vous avez plusieurs équipes qui sont sans moteur, dont Red Bull, qui bien évidemment à ce moment-là est le petit protégé enfin pas petit, qui est le grand protégé de Bernie, de Donald McKenzie, le patron de CVC. Et là, il commence à sentir que là, c'est l'ensemble de la Formule 1, plus du processus de revente dans lequel ils sont déjà engagés. Mais ça, je le sais pas. La vente à Liberty dont on a parlé tout à l'heure, 2016, en fait, elle s'écrit aussi en 2015, donc à ce moment-là. Donc si tout d'un coup, ils perdent 2-3 équipes, les 8 milliards, ils n'allaient pas exister. Donc ça, c'est le double effet qui se coule, entre guillemets, voilà. pour toi. Exactement. Et donc là, ils acceptent, en fait, sans rentrer dans trop de détails, mais dans le week-end, j'ai une lettre, le dimanche soir, j'ai une lettre avec 3 chiffres et des millions derrière, qui globalement assure un revenu à Renault pour rester en Formule 1 ou revenir en Formule 1. Et donc le lundi, j'apporte tous ces éléments-là sur la table de mon président de Renault F1, Jérôme Stoll, qui communique ça à Carlos Ghosn, qui n'est pas content du tout parce que le vendredi, il avait pris une décision et c'est pas le genre de bonhomme de changer d'avis. Mais en même temps, c'est pas le genre de bonhomme de pas voir les signes financiers. Et puis je pense aussi de voir les signes d'une équipe qui s'engage, quoi. Qui se démène et qui a cette espèce de rage de gagner. Et je pense pas qu'il l'ait fait volontairement, mais je pense que ça a été la démonstration que finalement ce projet il valait le coup d'être décidé favorablement. Et donc c'est ce qui se passe quelques jours plus tard. Finalement, on enclenche la mécanique pour reprendre Lotus et revenir en Formule 1.
Ouais, comme si un peu il avait testé de manière peut-être inconsciente, mais testé la force que vous aviez là-dessus. Et est-ce que c'est pas dû aussi au fait que Ghosn, je crois, disait que Renault était, on parle quand même du plus gros groupe automobile à ce moment-là, Renault-Nissan, une marque ennuyeuse, selon ses dires. Et qu'il y avait ce côté peut-être un peu plus... Ouais, je pense qu'il a, il a beaucoup d'intuition. Donc effectivement, il a une intuition sur les gens et il testait les gens. Je pense que ça fait complètement partie de ses modes de fonctionnement. Et il a aussi des intuitions très fortes. À ce moment-là, Renault est le leader sur l'arrivée de l'électrique, avec la Zoé côté Renault, la Leaf côté Nissan. Et il a cette intuition que l'automobile va devoir se réinventer et devoir continuer de raconter des histoires sexy. Et il a cette intuition que la Formule 1, c'est fait exactement ça, ça différencie. Et peut-être la raison pour laquelle j'ai candidaté chez Renault et pas chez Peugeot, c'est les mêmes que potentiellement on va se tourner vers une Renault plutôt qu'une Peugeot. Rien contre Peugeot. Mais donc voilà, il sent qu'il faut apporter du peps à cette marque qui sinon est un peu ennuyeuse dans un contexte où l'automobile va être potentiellement encore plus ennuyeuse avec sa transition énergétique qui est en train d'arriver. Sur certains aspects, il était très, très visionnaire, très en avance sur son temps. Et donc c'est pour ça que lui aussi on était quand même convaincus. C'est aussi pour ça que je me suis permis cet ultime effort ce week-end-là, parce que je sentais que c'était pas vraiment sa décision, son envie et l'envie du marketing, c'était d'arriver à réunir les conditions pour le faire. Et donc voilà, je me suis donné à moi cette liberté de 2 jours pour essayer d'apporter les conditions, tout en parallèle, en préparant un scénario d'annonce de fin d'activité F1 le lundi. Voilà. Donc vous rachetez Lotus, et là tu récupères quoi? Tu récupères une super auto, des super pilotes, ou totalement l'inverse? La réponse est dans la question. Non. En même temps, quand on décide, je crois que c'était le 16 décembre, pour une saison qui commence avec des essais en janvier, la Lotus avait été construite et optimisée autour du moteur Mercedes. Lotus avait mal financièrement, donc avait des pilotes qui apportaient des budgets. Donc les pilotes qui apportent des budgets, c'est pas les plus vite. C'est pas la crème de la crème, ouais. Non. Mais des contrats, quand on arrive en décembre, des contrats qui sont complètement en place. Donc effectivement, en fait, je pense que ça, j'ai sous-estimé, mais j'étais tellement le nez dans le guidon sur les procédures de sauvegarde de Lotus d'un côté, les parties de poker avec Red Bull, et puis les négociations avec CVC de l'autre, que c'est vrai que le temps qui passe et me dire que la saison 2016 va être pourrie, ouais, elle a été pourrie, mais elle était encore plus pourrie que ce que je puis imaginer. Et ce que aussi j'ai sous-estimé, c'est à quel point Lotus était une équipe réellement endommagée, d'une part, et d'autre part, c'est le temps de reconstruction que les choses prennent, à la fois pour commander des équipements, des machines, etc., pour remettre à niveau la soufflerie, et puis surtout pour faire venir des gens. Ça prend un temps complètement fou dans le droit anglais, qui est un droit du travail qui n'a rien à voir avec le droit français, où effectivement les mouvements de personnel peuvent prendre des années. Il y a des personnes qu'on a attendu des années. Et ça, je ne l'avais pas pris en compte dans la trajectoire qu'on avait construite, qui en plus, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, a été un peu accélérée par Carlos Ghosn quand il a annoncé le retour. Quand il a annoncé 3 ans, on n'était pas du tout en ligne avec ça. Mais c'est le patron, c'est sa prérogative de définir cette stratégie. Il fallait ensuite qu'on arrive à rentrer, à se mettre en ordre de bataille autour de ça. À ce moment-là, tu as Fred Vasseur qui vient t'épauler un peu plus sur la partie technique, parce que tu te sens peut-être un peu plus léger là-dessus. Et je crois que c'est un peu compliqué, enfin d'ailleurs on en a parlé avec lui, mais pour lui de trouver sa place, il vient de sa propre écurie en F2, il passe dans un schéma où ce n'est plus son écurie, et en plus les rôles sont peut-être pas forcément les mieux définis. Donc c'est ça qui renforce aussi le fait que ça soit une année compliquée, au-delà du fait que sportivement c'est difficile, quoi. Oui, non, absolument. On cumule tout. On n'a pas encore beaucoup de moyens financiers parce que la stratégie qui avait été construite pour qu'elle soit aussi acceptable, c'était une stratégie de montée en puissance progressive. Et c'est quelque chose finalement qui était compliqué à comprendre ou à accepter pour Fred. C'est pas qu'il ne le comprenait pas, c'est plus compliqué à accepter. Effectivement, un constructeur automobile, c'est des process, c'est une gouvernance, même si franchement la gouvernance que l'on avait à cette époque-là était très bonne. On avait énormément de délégations, beaucoup d'autonomie. Oui, il fallait faire un peu de reporting, mais je veux dire, quand on coûte cher à une boîte, je trouve pas ça absurde quand même qu'on fasse un peu de reporting. Et j'ai d'autres modèles depuis,
y compris celui dans lequel j'évolue aujourd'hui, qui est tout autre niveau en matière de reporting. Mais effectivement, je pense que c'était un peu compliqué pour Fred. Je pense que le grand écart a été un peu violent et peut-être pas suffisamment bien expliqué et accompagné. Et puis il a son caractère aussi. Et puis moi aussi, j'ai le mien. Alors c'est pour ça qu'on fait les métiers qu'on fait. Au niveau un peu des pilotes, justement, là, tu mets en place un peu une roadmap pilote. Je pense un peu au premier, en tout cas pour moi, tu me dis si je me trompe, qui arrive, c'est Carlos Sainz Jr. On a Nico Hülkenberg avant. C'est vrai qu'il y a Nico avant, ouais, t'as raison, la chronologie. C'est juste qu'il est parti après, donc ouais, t'as raison. Et pourquoi ces choix-là? Qu'est-ce qui te... Je crois que Carlos Sainz, ça s'est très bien passé, c'est quelqu'un de... Génial. Facile. C'était génial, c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir de bosser avec lui. Ça s'est pas fait la toute première fois qu'on a discuté avec lui, ça s'est fait la deuxième fois. Ça a été encore un coup de négo avec Red Bull, puisque ça s'est fait dans le cadre d'une renégociation du contrat moteur de Red Bull. Quand Red Bull a voulu basculer chez Honda, ils ont d'abord basculé Toro Rosso. Je sais plus si ça s'appelait Toro Rosso, je crois que ça s'appelait encore Toro Rosso à l'époque, pas AlphaTauri. Et dans ce cadre-là, j'ai dit OK, pour sortir du contrat qu'on avait donc signé au moment où on était revenu en Formule 1. Mais en revanche, vous me filez Carlos Sainz en contrepartie. Donc on l'a eu dans des circonstances économiques extraordinaires. Et ça s'est super bien fait. Et puis son arrivée était ultra rafraîchissante. C'est quelqu'un très, très bien entouré. Et c'est très agréable à la fois le avant, le pendant, et puis même le après. Quand je suis retourné 1 ou 2 fois sur des Grands Prix que je le croisais, c'est toujours quelqu'un de top. Tu faisais justement référence à Nico Hülkenberg. Ça a été une belle expérience aussi qui s'est terminée quand tu as dû lui dire finalement que tu as préféré Esteban Ocon à lui. À un moment, tu as dû faire un choix. Ouais, à un moment, il faut faire des choix. C'était compliqué parce que c'est quelqu'un effectivement d'attachant, ultra pro, qui est toujours à... c'est un peu dur ce que je vais dire, mais qui est toujours en tout cas sur 99%. Et il lui a manqué plusieurs fois, je pense, effectivement, dans sa carrière, le pourcent ou les 2% pour aller chercher... Alors après, attention, on a vu quand il faisait des piges dans différentes équipes, notamment les Mercedes Rose, quand elles ont existé, à Silverstone, comme ça, au débeauté, qu'il était capable de faire quasiment P2 en qualif. Donc c'est quelqu'un... je pense que c'est quelqu'un qui était en tout cas au moment au pic de sa carrière, je ne suis pas capable de commenter aujourd'hui, mais qui était dans le premier tiers des pilotes en termes de compétitivité. Mais il a quelquefois, il lui a manqué un truc à quelques reprises dans sa carrière qui ont été des moments, je pense, effectivement structurants pour lui comme pour nous. Et effectivement, à un moment, il a fallu faire des choix, et à un moment, on a fait un choix de partir sur une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle dynamique avec Esteban. Effectivement, l'annonce à Nico, je pense qu'après l'annonce à Flavio, ça a été le deuxième moment le plus difficile en termes d'annonce de ma carrière. Surtout que ça s'est joué à pas grand-chose, parce que finalement, si je me souviens bien, en Allemagne, il aurait pu faire podium. Finalement, il se sort. Peut-être que s'il n'était pas sorti, on peut refaire effectivement beaucoup l'histoire de plein de façons différentes, mais effectivement, ça fait partie de ces moments-là auxquels je faisais allusion sans le citer explicitement tout à l'heure. C'est un moment où il aurait, je pense, pu voir à la fois une stature, une confirmation. Et oui, effectivement, peut-être que les discussions auraient été différentes. Et du coup, peut-être que Esteban n'aurait pas eu la même carrière. En tout cas, pas la même carrière avec Alpine. En tout cas, ça n'aurait pas commencé de la même façon. Donc voilà, tout ceci, c'est marrant, ces destins qui sont très mélangés et très liés, sans qu'on le sache. En fait, c'est ça. Et ça peut pas se raconter. Voilà, je lève le voile sur quelques aspects, mais c'est plus pour comprendre ça, pour comprendre que ces 20 pilotes déchaînés, ils ont leur destin qui est étroitement lié aussi. C'est un tout petit marché, c'est un tout petit milieu, c'est une toute petite grille, donc c'est forcé. Mais c'est vrai que quand on connaît ces dynamiques, c'est touchant aussi. Si je fais un petit retour en arrière par rapport à cette saison 2016 qui a été compliquée, voire très compliquée, 2017, tu te retrouves de facto team principal, toujours des budgets limités, des problèmes de fiabilité. Comment ça avance pour toi? C'est dur. C'est très dur parce qu'on est toujours dans le service après-vente de la stratégie de communication de Ghosn qui était quand même très agressive et qui est en décalage important avec effectivement
finalement la façon dont a été structuré le projet. En gros, le projet il a été structuré, sans en faire trop compliqué, où Renault garantissait un budget de fonctionnement et pour la croissance de l'équipe devait s'autofinancer. En d'autres termes, c'était à moi, l'équipe, de trouver des sponsors additionnels, d'avoir les revenus télé, les droits télé, price fund, etc., qui grossissent pour financer la croissance de l'équipe. Ça prend du temps. En gros, c'est une croissance interne plutôt qu'une croissance par des capitaux externes. Comme dans l'univers des startups, ça prend du temps. C'est de l'autofinancement, tout simplement. Et donc on a ce grand écart à faire entre la pression du résultat, dont je parlais tout à l'heure, la stratégie de communication de Ghosn dans laquelle il faut s'inscrire, et pour autant cette réalité économique. Mais les choses se font, c'est-à-dire qu'on passe quand même, je ne sais même plus exactement en tête, on passe de 9 à 6, puis 4. Je pense que même la dernière année, en 2020, sur 2-3 petites merdes de fiabilité à la con de radiateur, bref, qui me reste encore en travers de la gorge aujourd'hui, je pense qu'on pouvait finir 3e. Et 2020, ça reste encore aujourd'hui la meilleure saison de cette équipe. Donc cette stratégie, elle était certes lente, surtout par rapport aux effets d'annonce du début, peut-être questionnable pour un groupe de la taille de Renault, mais je pense que c'est une stratégie qui fonctionnait, en se donnant du temps, en se donnant un peu des bouffées d'oxygène, à la fois en communication, mais aussi sur quelques bons résultats. Les podiums de 2020, ils ont été extraordinaires là-dessus. De Ricciardo, ouais. De Ricciardo et un d'Esteban. C'est une stratégie qui fonctionnait sur un temps long. Après, effectivement, ce temps long, je comprends complètement qu'il peut être soit incompréhensible de l'extérieur, quand on voit un groupe de la taille de Renault, soit aussi inacceptable de l'intérieur, quand on a eu la succession des présidents, parce que c'est aussi une période de trouble sur le plan de la gouvernance de Renault, où il y a 3-4 présidents qui succèdent, enfin Carlos Ghosn qui a ses péripéties, remplacé par Thierry Bolloré, puis Clotilde Delbos, puis Luca De Meo. La Formule 1, c'est forcément un dossier qui est porté très fortement par le comité exécutif, mais surtout par le président. Et donc, à chaque fois, ça signifiait rediscuter avec chacun de ces présidents de pourquoi on faisait de la Formule 1, combien ça coûtait, qu'est-ce que ça rapportait, est-ce qu'il fallait rester, est-ce qu'il fallait arrêter, est-ce que l'équipe dirigeante était à la hauteur. Donc, tous les ans, je passais peut-être un tiers à la moitié de mon temps à gérer plutôt ces questionnements internes. J'étais aidé en grande partie, notamment par Jérôme Stoll, encore une fois, qui est une personne importante. Mais on était sous le feu des critiques et des questionnements et des doutes internes, là où il aurait fallu simplement dérouler notre plan avec détermination et engagement. Et c'est pour ça que moi là-dessus, je salue complètement l'arrivée de Luca De Meo, qui lui a dit non, la Formule 1, c'est sacré, c'est ultra important, c'est un asset extraordinaire, et en plus, on va y connecter la marque Alpine, et ça va donner une stratégie de marque, de groupe industriel. Et on est là pour rester. Et ça a été absolument salvateur sur le plan stratégique pour l'équipe. On y reviendra sur ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a l'arrivée qui faisait référence par rapport au podium en 2020, l'arrivée d'un pilote emblématique, donc Daniel Ricciardo. Mais il arrive en 2017 dans un contexte où tu le disais, la voiture n'est pas forcément aboutie. On parle d'un top pilote et toi finalement tu es un peu partagé entre deux ressentis, c'est-à-dire l'excitation de voir un tel pilote arriver, mais en même temps de te dire c'est peut-être trop tôt, quoi. Absolument. C'est, je pense, l'année 2018, effectivement, où on discute. Donc, nous, on est encore peut-être 6e ou 4e, je suis un peu paumé. Bon, bref. Mais on s'était fixé une roadmap pilote assez précise, avec des noms, avec des étapes. Et finalement, en termes d'années, on était à peu près là où on devait viser des pilotes capables de se battre pour des victoires. Mais la voiture, effectivement, était en retard là-dessus. Donc, effectivement, un peu un espèce de questionnement, de débat interne. Le problème, c'est que on ne peut pas tout aligner. C'est-à-dire, on ne peut pas aligner notre chronologie à nous avec celle des pilotes, qui aussi est collée à la chronologie de leur contrat, de celle des autres équipes. Donc, quand il y a un Ricciardo qui passe sur le marché des transferts, on a regardé, on a hésité, c'est un engagement financier. Mais on savait que de toute façon, si on ne se positionnait pas, on ne pouvait pas lui dire « tiens, reviens l'année prochaine ». Le train qui passe, il passe une fois. Donc on a décidé finalement d'y aller, mais c'était pas sans, encore une fois, beaucoup d'interrogations et
et de doute. Et encore aujourd'hui, est-ce que c'était la bonne chose à faire ou pas? C'est très discutable. Est-ce que tu te souviens du moment exact où ça s'est fait, c'est-à-dire que tu as eu la confirmation que ce recrutement était validé? Bah oui, je me souviens parce que, toujours pareil, hein, les marchés des transferts de pilotes, en tout cas les transferts un peu importants, ça se fait l'été, ça se fait pendant les vacances. Donc il n'y a pas vraiment de vacances. Moi j'étais déjà parti à Marseille, une ville que j'aime beaucoup. Et comme lui, eux, avec son manager, ils étaient en Australie, ils ont décidé pendant la nuit. Donc, un matin, je me réveille, et je vois un SMS qui me dit We come to you, ce qui veut dire on vient chez vous. Et j'aime bien ce qu'il dit Just to put your mind at rest, we come to you, let's speak later. Sauf que ça fait tout sauf put your mind at rest, parce qu'on sait tout ce qu'il faut faire, aussi en matière de gouvernance, pour signer des contrats de cette portée-là. On est en pleine vacances d'été, il faut aller chercher Carlos Ghosn, qui est encore là. Je crois que c'est Ghosn encore qui est là à cette époque-là. Donc bon, il faut mettre en place aussi toute une tringlerie en matière de gouvernance pour exécuter tout ça, bien réaligner tout le monde, parce qu'entre-temps, les gens, ils pensaient plus aux vacances d'été qu'au contrat pilote. Et puis, je pense aussi aux conséquences, parce que je sais très bien au fond de moi que, même si on ne peut pas lui dire reviens l'année prochaine, que c'est trop tôt. Et donc ce soir-là, je vais dans mon resto préféré à Marseille avec ma compagne, et je lui dis, pour l'anecdote, ce soir on trinque à deux choses. Un, au fait d'avoir signé Ricardo, qui est un super pilote, et deux, au fait que dans 2 ans, je suis viré. Parce que voilà, on signe un contrat de 2 ans, et je savais que ça allait finalement mettre en exergue le fait que l'équipe n'était pas encore au niveau requis, que ça pourrait potentiellement être interprété comme une mauvaise décision. Encore une fois, aujourd'hui, je suis partagé, mais en revanche, je ne me suis pas planté dans les prévisions. C'est dingue, quand tu m'as raconté ça, j'ai trouvé ça fou que t'aies cette telle clairvoyance. En fait, on parle de 2 ans quand même, il peut se passer tellement de choses en 2 ans. Ouais, j'aurais pu me planter. Il y a plein de choses que j'ai pas vues. J'ai pas vu qu'on basculerait sous un nouveau projet, qui est un projet Alpine, etc. J'ai pas vu que la première année serait aussi mauvaise que ça avec lui, et même lui, il n'a pas été bon. Au-delà le fait que la voiture était pas bonne, lui, il n'a pas été bon. Il a été très déçu, j'imagine, donc saison 2019. C'est ça, c'était horrible. Je pense qu'il y avait un tel écart aussi entre l'équipe. C'est pas que la bagnole, c'est aussi l'équipe. Hein. C'est vrai que l'équipe est en train de se structurer, de s'organiser. On progresse. On progresse, mais quand on veut dire qu'on progresse, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau de Red Bull. Et lui, il venait effectivement de l'environnement étalon, hein, Red Bull. Et donc forcément, il y avait une impression d'être rétrogradé. Je pense qu'il était très difficile à vivre pour lui psychologiquement. 2019, Grand Prix de Bakou absolument horrible, où lui-même fait bourde sur bourde. Bon, bref, il est complètement à côté de ses pompes, et c'est compliqué pour nous. Donc je pensais pas que ça serait aussi difficile en 2019. Et à l'inverse, je pensais pas que 2020, il y aurait un Covid, une pandémie mondiale qui nous bloquerait, et pendant laquelle il déciderait, lui, de terminer son contrat à la fin de l'année. Donc ça, je le vois évidemment pas venir. Et je vois pas venir non plus qu'on a une si bonne année 2020 quand même, avec des podiums et une voiture qui, encore une fois, pouvait, en faisant un peu moins d'erreurs, pouvait faire 3e au classement. Donc il y a plein de choses que je vois pas venir, même si in fine, je vois le résultat final, effectivement, je l'avais perçu. Surtout que j'imagine une frustration en 2020, parce qu'il a décidé en 2019, à la suite de la saison 2019, de partir pour McLaren. Donc je crois que son management était assez lié, parce qu'il y avait des chanteurs. Enfin bref, il y avait des liens un petit peu directement qui l'amenaient ici. Mais peut-être que lui-même a dû regretter, dans le sens où, après une saison pareille, donc en 2020, qui est quand même exceptionnelle, la décision était prise, donc c'était trop tard. Toi, c'est quelque chose aussi qu'on voit d'ailleurs dans Drive to Survive. Je pense que les gens t'ont... Ouais, là-dessus, mais... Non, mais effectivement, ça a été vraiment compliqué, parce qu'encore une fois, je pense qu'il prend sa décision au mois d'avril, avril ou mai, je sais plus. Bref, le monde est à l'arrêt, on ne sait pas comment on va reprendre, si on va reprendre. Encore une fois, le moral est quand même, l'état d'esprit, il y a beaucoup de choses. Et effectivement, je trouve que c'est un move très tôt, un peu égoïste, parce que finalement, il leur a donné une seule saison de chance à l'équipe. Et donc c'est vrai que c'est une décision que j'encaisse mal. Tu lui en veux à ce moment-là ? Ouais, bien sûr, parce que je vois bien que c'est un désaveu personnel. Je le prends complètement personnellement, je l'assume. Et puis je vois bien quelles vont être aussi les conséquences. Bon, après un moment, il faut rebondir. Et effectivement, dans la saison,
on encaisse ça. En plus, c'est compliqué parce qu'on fait des communiqués de presse très froids, très durs. On sent le ressenti. En plus, il y a Netflix probablement qui fait de la captation à ce moment-là, qui raconte après les choses différemment. Et puis la saison est quand même effectivement pas du tout comme on l'avait imaginé. Elle se passe bien mieux que prévu. Mais en même temps, nous, on est parti sur autre chose. On est parti sur notre projet. Fernando, Alonso... qui est, voilà, donc moi je me bascule complètement sur autre chose, donc une fois que je suis parti, donc on n'a même pas, et je crois pas qu'on ait eu la moindre occasion de discuter s'il regrettait, on regrettait, etc. De toute façon, moi, une fois que je suis parti. Voilà, c'est une discussion qu'on n'a pas eue, même si on s'est recroisés depuis pour une histoire de tatouage, mais ça c'est une autre histoire. C'est vrai, l'eau a coulé un peu sous les ponts entre-temps, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'il faut bouger, quoi, parce que de toute façon, la réalité, enfin l'histoire, c'est vrai que la saison 2019 était vraiment mauvaise, donc je peux pas complètement je pense qu'il pouvait pas imaginer que la voiture fasse un tel progrès, et nous non plus, et je le lui ai pas promis. Donc je peux comprendre aussi sa stratégie. Après, McLaren lui a un peu vendu monts et merveilles pour l'obtenir, mais ça fait partie du jeu. Et puis, bon, il a été un peu trop tôt. Il avait un problème de timing, en fait, Ricciardo, en permanence. Parce qu'il est parti de chez nous trop tôt, et il est parti de chez McLaren trop tôt. Mais bon. On en parlait plusieurs fois, c'est un peu en aparté, mais comment tu as vécu justement cette arrivée massive d'un public qui vient de Netflix avec Drive to Survive, ton personnage qui a été quand même largement connu, j'imagine que dans la rue on doit encore t'y faire allusion assez régulièrement. Bah alors c'est pas par désintérêt, mais je regarde pas parce que je supporte pas me voir, m'entendre, etc. Effectivement, j'observe que là, il y a une perception de la Formule 1 dans son ensemble, et notamment de certains protagonistes, dont moi, et évidemment d'autres, qui a complètement évolué. Donc sur le plan médiatique, pour le sport, ça a été absolument extraordinaire. Et je le prends un peu aussi personnellement, parce que je me suis beaucoup investi dans cette affaire, pas en tant qu'acteur, concrètement, mais dans le projet. En fait, on avait... Petite anecdote, mais parce que j'ai envie de rendre hommage à certaines personnes, si je peux me permettre. En fait, on avait chez Renault développé j'avais l'intuition depuis le début que la Formule 1, on ne savait pas la raconter. C'est pour ça qu'il y avait cette chute complète d'audience et qu'il fallait trouver des nouveaux formats, des nouvelles façons de la raconter. Et j'ai un ami qui bosse dans l'univers du cinéma, qui s'appelle Yann Le Bourbois, qui était dans la prod, etc., et qui est venu au Grand Prix de Budapest 2017-18, j'ai un trou de mémoire. Et à l'issue de ce Grand Prix, il me dit, ce truc, c'est du cinéma. Il faut le raconter comme un film. Et donc, on a écrit ensemble comment on pourrait raconter quelque chose. Et l'année suivante, on a fait en fait un projet d'unitaire de film qui raconte le Grand Prix de France réellement vécu de l'intérieur. Cet unitaire, il n'a jamais été rendu public. Il a été financé par Quad, une belle boîte de prod. Il a été écrit par Éric Lartigot, réalisateur français et grand connaisseur et fan du sport auto. Et on a vu que le produit était juste top. Ensuite, on a pris ce machin-là et on a été voir Netflix. Et en fait, c'est pour ça, il ne faut pas trop quand même que j'exagère sur la narration, mais Netflix nous dit, ah bah, justement, on a un truc similaire auquel on est en train de réfléchir. Et on a dit, bah, écoutez, est-ce qu'on peut faire ça autour de Renault, etc. Et en fait, malheureusement, ça ne l'a pas fait avec Netflix et que ça a été la mort de notre propre projet, parce que Drive to Survive est arrivé, peut-être influencé justement parce que Netflix avait vu de notre unitaire, de notre pilote, on va dire. Mais eux, leur projet Netflix, c'était bien évidemment de ne pas faire une série sur Renault, mais de faire une série sur la Formule 1. Mais nous, je ne l'avais pas évidemment pensé ou écrit ainsi. Donc voilà, pas de façon. Hein ? Et tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, bien sûr, j'étais pas. Mais en revanche, quand Netflix est arrivé, a voulu convaincre les équipes de le faire. Je me souviens des réticences. La preuve étant que Ferrari et Mercedes participent pas à la première année. Red Bull ne voulait pas participer. Là, pour le coup, je sais que j'ai eu une conversation avec Horner. Je lui ai dit, mais il faut absolument participer. Vous vous rendez pas compte à quel point ça va transformer notre sport. Ça, effectivement, je me suis pas planté. Donc c'est une belle histoire. Et voilà, je suis content aujourd'hui de la raconter, notamment pour parler d'Yann et de Lartigot et d'Eric, qui ont indirectement, je pense, un peu montré comment on pouvait raconter le sport différemment. J'ignorais complètement cette histoire, c'est incroyable. Saison 2020, retour d'Alonso.
donc avec Ocon, qui tu as préféré à Hülkenberg. A posteriori, comment tu vois cette saison? L'année 2020. Ouais. Ouais, c'est plutôt une année, c'est une année en 2 temps. Enfin 3 temps, parce que cette année est quand même complètement dingue, où on part tous en Australie. Et on part à un moment où on apprend que l'Italie ferme ses portes. Et donc il y a ce moment complètement fou où on est réunis dans une salle d'hôtel à Melbourne pour savoir si on participe ou on participe pas. Et je me souviens, Red Bull était convaincu qu'ils avaient une super voiture, donc ils voulaient absolument participer. Et on se dit tous que le lendemain, finalement, on va pas participer. Je me souviens Toto qui appelle Zetsche, ou la le patron de Mercedes, qui lui dit non, quand même, là, ça va vraiment barder, il faut pas. Hein. La Formule 1, elle doit faire comme tout le monde, elle doit maintenant rentrer à la maison. Et on se demande tous si Red Bull, finalement, on se dit tous finalement qu'on va retirer nos voitures, parce qu'il y a quand même des problèmes juridiques, contractuels, financiers. Donc on va tous, en fait, se désengager de l'événement sportif. Mais on s'endort tous en se demandant finalement s'il ne va pas y avoir un traître parmi nous et qui ne va pas finalement engager ses voitures de sorte à gagner le Grand Prix. Bon. Finalement, on n'aura pas pu avoir cette confirmation-là, puisque finalement le gouvernement australien ou de la région ferme l'événement, donc l'événement ne démarre pas. Ça, c'est le premier temps, on rentre tous chez nous, cette espèce de moment Covid comme toute la planète. Après, nous, sportivement, il y a un début de saison qui est compliqué, parce qu'on fait quelques gaffes, de fiabilité, complètement de notre côté châssis, justement. Le moteur, c'est une année où le moteur est bon, même très bon. On fait des super résultats, y compris à Monza, dans le temple de la vitesse. On fait 3 ou 4, je sais plus, voire même 2. C'est incroyable. Et puis voilà, donc il y a cette deuxième partie de la saison, de cette saison très condensée, où en fait la performance de la compétitivité de la voiture s'améliore fortement. Et puis effectivement, on n'est pas des prétendants directs au podium, mais dès qu'il y a une des 4 premières voitures qui se casse la figure, on est capable d'être sur le podium. Et l'équipe commence à vraiment progresser sur le plan opérationnel, sur le plan de la stratégie. On devient beaucoup plus mûr, les pit stops sont bien meilleurs. C'est vraiment une année 2020, c'est une année charnière dans la construction de l'équipe. Et donc c'est plutôt une bonne année, mais bon, après, je sens encore une fois un truc compliqué sur le plan corporate à gérer, c'est la transition de cycle Renault F1 au cycle Alpine, qui est une très belle opportunité, mais également un changement de mode de fonctionnement, avec toutes les interrogations que ça peut soulever. Donc c'est l'arrivée de Luca De Meo, que tu disais tout à l'heure que tu saluais dans le sens où il laisse une vraie place à la F1, il y associe le projet Alpine. En revanche, là où peut-être les routes se dissocient un peu, c'est que lui, il voit ça comme un système qui est intégré vraiment au groupe Renault, alors que toi, tu es convaincu plutôt du contraire et qu'il faut laisser une forte autonomie avec des personnalités fortes comme Christian Horner, comme un Toto Wolff. Parce que dans la presse, c'est ce qu'on en parlait un petit peu en off, mais beaucoup de gens t'ont prêté un espèce de conflit avec Laurent Rossi que finalement tu ne connais pas, parce qu'il arrivait, il a pris le poste qui potentiellement pouvait être le tien, c'est-à-dire le patron d'Alpine F1. Mais finalement, ta dissonance était plus avec Luca De Meo sur la manière de voir les choses. C'est même pas une dissonance, parce que c'est parce que c'est le patron, donc il peut pas y avoir dissonance avec un patron. Mais sa vision, effectivement, était une vision très intégrée, et je le comprends complètement sur le plan économique, financier, equity, branding, etc. Très intégré à Alpine, qui lui-même, effectivement, est complètement intégré au groupe Renault. Et c'est une chance extraordinaire de stabilisation de l'équipe de Formule 1. Mais effectivement, là, j'étais pas du tout le bon. Il fallait complètement revoir le casting. J'étais pas du tout le bon profil pour soudainement intégrer à ce point-là un univers corporate. Et effectivement, donc Luca a préféré un profil comme Laurent au mien, et je le comprends à 100 000%. Après, on peut regarder ce que font les autres équipes. On peut regarder les modèles qui marchent, les modèles qui marchent pas. Voilà, moi effectivement, j'observe que les équipes qui marchent sont des équipes très autonomes, très stables, très incarnées. Autonomes dans leur mode de fonctionnement, stables dans l'équipe dirigeante, et très incarnées parce qu'il faut accepter la force du chef, son autorité, sa puissance,
Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour un constructeur généraliste. Je pense que les constructeurs premium peuvent le comprendre, ou les boîtes indépendantes, qui ne sont pas des constructeurs industriels comme Red Bull peuvent le comprendre, parce que Red Bull, finalement, c'est certes des boissons, mais c'est du média. Donc, je pense qu'ils comprennent la nécessité de l'incarnation qui est absolument brillante avec Christian Horner et Helmut Marko. Mais je pense que pour un constructeur automobile, c'est en plus généraliste, c'est compliqué de laisser des incarnations émerger. On voit d'ailleurs quand Flavio a été une incarnation forte de l'équipe Renault, à quel point elle était polarisante. Les gens pouvaient adorer ou détester. C'était quelqu'un qui a pu exister parce qu'il y avait Ghosn qui était encore à un autre niveau de jeu. Mais voilà, il faut qu'il y ait une espèce de gradualité des niveaux de jeu. Et là, ça grippait, ça ne fonctionnait plus. Et donc, j'étais plus dans le casting, donc j'ai été coupé au montage. Pour la petite anecdote, je crois que Fred Vasseur, on lui a aussi proposé ce poste et il l'a plus ou moins refusé pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire ce manque d'autonomie, finalement. Et je pense aussi à une chose, alors c'est peut-être un peu anecdotique, mais il y a eu ce fameux, tu sais, plan des 100 GP de la part de Laurent Rossi. Alors, je t'avoue que franchement, j'ai jamais trop compris ce qu'il y avait derrière, parce que je sais pas pour d'où il sort ce chiffre 100, si ça a une symbolique ou quoi. Mais je sais que toi, t'en as été assez critique, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens te prêtent une querelle avec Laurent Rossi. Ouais, j'ai peut-être eu une phrase maladroite dans un interview sur le sujet de 100, mais effectivement, j'ai jamais trop compris. Disons que c'est une façon de se donner du temps. On a les 100 jours pour convaincre quand on prend un nouveau job, et puis on a les 100 Grands Prix pour... mais je reviens à mon point tout à l'heure, c'est que la puissance du résultat sportif, elle emporte tout. Et le résultat sportif, il s'en fout des symboles. Donc, à un moment, les positions, les postures, les stratégies de communication, elles sont emportées par cette puissance du résultat sportif, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Donc, effectivement, je pense que je comprends l'idée, mais il ne faut pas aussi oublier que, bien évidemment, on peut se donner tous les moyens possibles en Formule 1, mais à un moment, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Un Stroll qui investit corps et âme et toute sa fortune autour d'un projet initialement porté par son fils, puis ensuite il rachète une équipe, puis ensuite une marque. Je ne sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite avec voilà, peut-être que la limite, c'est que justement elle a été atteinte, la limite. Voilà. C'est que justement il n'y a pas de prochaine étape. Et quand il n'y a plus de prochaine étape, maintenant, voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juste se fixer un chiffre comme ça de manière arbitraire, parce qu'on ne peut pas être tourné sur soi. La Formule 1, c'est aussi d'être tourné sur notre environnement et d'être aussi en réaction à ce que font les autres. Bon, voilà, écoutez, donc, il a eu cette stratégie-là. Effectivement, moi, j'étais plutôt à essayer de défendre, sur un angle complètement opposé, j'étais plutôt à essayer de défendre pourquoi Ghosn avait annoncé un objectif de gagner en 3 ans. Moi, j'étais plutôt à essayer de réaliser un objectif d'un patron, plutôt qu'à fixer un objectif à mes troupes. Voilà. C'est aussi en termes de posture vis-à-vis des équipes, c'est une posture complètement différente. Après, Laurent avait une position de patron de marque. C'est aussi normal qu'il fixe des objectifs à son équipe de Formule 1. Mais voilà, il y a une espèce d'ambiguïté sur ces rôles-là, qui je sentais allait être de toute façon intenable pour moi. Et je pense que Luca a senti que cette ambiguïté allait être compliquée pour moi à gérer, et donc cut. Comment tu l'as vécu, ce départ, personnellement? Tout ce temps investi, toute cette énergie? Tu le vis mal, parce que tu le vis pas bien, et pour plein de raisons, et puis tu le vis mal aussi parce que c'est des liens profonds qui se créent pendant 15 ans. Ce qui était compliqué, c'est le timing, parce que on m'apprend ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas en termes de timing, parce que ça c'est public en janvier, 15 janvier pour le 16 janvier, j'ai pas eu une opportunité de dire au revoir, quoi. Un univers qui a été le mien pendant 15 ans, une famille qui a été la mienne pendant 15 ans. Les choses sont ainsi, à un moment, voilà, ça m'a donné une opportunité aussi de se construire autrement et ailleurs, et avec d'autres personnes. T'as fallu beaucoup de temps pour justement, entre guillemets, fermer ce chapitre, pour en ouvrir un autre?
Oui, oui, parce que c'est pas un boulot qu'on peut faire. C'est pas un boulot justement. C'est un engagement complet. Et chacun de mes souvenirs des 15 dernières années est connecté à la Formule 1. Il n'y a pas un élément. C'est un boulot qu'on fait 365 jours par an. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de rien, quoi. Donc chacun des souvenirs, même des voyages que j'ai pu faire avec ma famille, j'avais au téléphone un pilote, un sponsor, un truc. Donc il faut faire le deuil. C'est très difficile parce qu'il faut en fait arriver à se recréer des souvenirs quasiment indépendamment de ce qui a été notre univers professionnel. C'est compliqué. Mais ça, c'est le fait de toute personne qui a été très engagée. Donc je sais pas, voilà, un entrepreneur. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que je pense que je devais pas avoir suffisamment de distanciation avec le job. Mais ça revient à la question sur est-ce qu'il faut de la distanciation pour être performant ou est-ce qu'il en faut pas? Il y a des questions fondamentales que je me pose. Est-ce qu'un management de pression et de terreur, ça fonctionne mieux qu'un management empathique et quasi familial avec des liens extrêmement serrés, qui était effectivement et d'exemplarité, qui était plutôt mon style de management? Je ne sais pas. Ça pose des questions aussi assez profondes, même sur la nature humaine, la nature des fonctionnements des groupes sociaux, parce que c'est un groupe social très fort, une équipe de Formule 1, très très fort. On passe tellement de temps ensemble, on vit des choses tellement fortes ensemble. C'est comme des équipes qui font un film, ils font des choses très fortes, et puis tout d'un coup, ça s'éclate, ça se réparpille, et puis ça revient ensemble. C'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, comment ça peut fonctionner, et ça fonctionne. En tout cas, voilà, donc il faut arriver à faire le deuil et passer à autre chose, et ça s'est fait, parce qu'il y a eu des belles rencontres aussi, et puis des belles aventures. Il y a la proposition donc de Hyundai qui intervient pour être team principal en WRC. Tu te dis tout de suite que c'est une bonne opportunité ou ça te pose des questions de vraiment tourner la page de la F1 et de passer sur un univers que tu connais beaucoup moins? Ça arrive à un moment, une grosse année après que j'ai quitté Renault F1, un an et demi à peu près, et je fais plein de trucs à ce moment-là. À ce moment-là, je m'occupe d'un chantier nautique en Bretagne qui fait des bateaux de course au large. Donc je suis revenu un petit peu déjà dans le sport, dans la performance, mais en même temps, c'est un peu c'est pas en niveau 1, c'est-à-dire que c'est pas une équipe de course. Donc je commence à avoir un peu le truc de la course qui me manque. Et l'automobile me manque. J'aime bien quand même vraiment l'automobile, l'industrie automobile, surtout en ce moment, je la trouve passionnante à suivre. Et Hyundai, je trouve que c'est une marque exceptionnelle dans sa transformation qu'elle est en train de faire. Et donc d'un côté, effectivement, ce groupe coréen, en plus une culture vraiment différente, et puis la Corée, elle invente un peu le monde d'après. Elle a pris le leadership quasiment de la côte ouest des États-Unis en mode, en musique, en entertainment, en électronique, etc. Donc ça me plaît beaucoup. Après, le gros doute vient du WRC parce que j'y connais quasiment rien. Et j'ai passé trop de temps en Formule 1 finalement à rattraper le train qui n'avait pas été... Parce que j'ai pas eu une progression en Formule 1 classique. Pas fait un G, machin, etc. Où j'ai pas été pilote. Horner, il a fait pilote dans sa jeunesse. Donc j'ai passé mon temps en Formule 1 à essayer de combattre un manque d'expertise, objectif, et une légitimité également, un potentiel manque de légitimité, objectif ou subjectif. Au bout d'un moment, je pense que je pouvais commencer à en prétendre en avoir. Et effectivement, cette idée de repasser par là en WRC, ça a été un sujet, ça a été une interrogation. Et en fait, je me suis dit que du sport auto, c'est du sport auto, une voiture, c'est une voiture, des pilotes, c'est des pilotes. Et donc, je pense que la courbe d'apprentissage, je me suis dit que la courbe d'apprentissage serait quand même plus rapide. T'as pas été spécialement préservé dans ton arrivée non plus, parce que malheureusement, il y a un fait de course. C'est que t'as un pilote, je crois que c'est 2 ou 3 mois après ton arrivée, Craig Breen, un pilote irlandais, qui se tue. Est-ce que tout de suite, c'est un espèce de rappel à l'ordre sur la notion de risque en rallye, qui est peut-être encore plus importante qu'en F1, je suis même sûr? Parce qu'un pilote de rallye, s'il n'est pas à fond dans le virage, c'est qu'il va passer vite, quoi. Malheureusement, même quelqu'un m'a dit que s'il a l'impression, particulièrement pour le rallye de Finlande, s'il a l'impression qu'il ne va pas mourir au prochain virage, c'est qu'il ne va pas assez vite. Ouais, c'est terrible comme phrase. C'est horrible. C'est un sacré rappel à l'ordre, même si je l'avais bien en tête quand même, parce que les statistiques sont quand même dures en rallye. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que c'est des situations auxquelles on n'est jamais préparé. Je pense que le fait que j'avais pas beaucoup d'expérience dans le rallye change pas grand-chose.
façon, il faut faire preuve un peu surtout d'humanité, de temps, de disponibilité, mais de compassion, d'authenticité aussi. Surtout pas chercher un rôle qu'on n'a pas. Donc je me suis pas inventé une relation ancestrale avec Greg que j'avais pas. On a fait un rallye ensemble, c'est le rallye de Suède, où en plus j'ai eu le rôle malheureux de lui demander de laisser passer Thierry. Donc c'est vraiment un enchaînement. Et en revanche, ce que je peux dire très sincèrement, c'est que ce mec-là, toutes les minutes que j'ai passées avec lui, elles m'ont vraiment touché. Mais les mecs en rallye sont touchants. C'est une toute autre catégorie de type. C'est parce que je pense qu'ils ont ça. Je pense qu'ils ont la gestion, la gestion de l'engagement, du travail, de la préparation et du risque, qui fait que ce sont des êtres quand même, pour beaucoup en tout cas. Je connais pas bien les Français, les deux Français, nos deux Seb. Mais en tout cas, les autres, ceux que je fréquente beaucoup, ce sont des gens très, très, très sensibles. Donc ça donne des relations très authentiques, très intenses. Et alors, au pinacle de cette intensité, il y avait effectivement Craig, qui était très, très, très intense dans son regard, dans ses émotions, dans ses... Voilà, donc effectivement, voir cet accident-là, c'était un moment très dur, un moment... en plus en Croatie, on est loin de tout, avec la famille, difficile, mais bon, il faut organiser l'équipe, aller de l'avant, être un point cardinal pour tout le monde, mais c'est des rôles dans lesquels qui sont aussi révélateurs de ce qu'on est au fond de soi. Cette sensibilité dont tu parles, tu la retrouvais pas du tout chez les pilotes de F1, ou en tout cas beaucoup moins? Je ne veux pas faire de généralité, je pense que c'est surtout... En fait, je ne sais pas dire pourquoi, mais c'est quelque chose auquel ils ne donnent pas accès. Je ne pense pas que ce soit des mecs qui soient fabriqués différemment des autres, mais voilà, en tout cas, moi, ça ne m'a jamais été réellement... là comme ça accessible, autant que ça m'est... J'ai fait 15 ans en Formule 1, j'ai quasiment jamais senti ça, 4 mois ou 6 mois en rallye, et j'ai eu immédiatement plusieurs fois j'ai eu des moments très 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 sensibles. Je ne vais pas rentrer dans des détails perso, mais très sensibles avec plusieurs pilotes, quoi. Tu penses pas que c'est dû aussi au fait que la partie business est encore plus omniprésente en F1 qu'elle peut être en rallye? Oui, mais enfin, je sais pas si c'est ça qui tue les sensibilités. Enfin, oui, ça peut potentiellement, effectivement, créer des rideaux. Mais les êtres humains restent à la fin, quand même, quand on retire tout ça, un peu la même chose. Et quand même, je pense, on en parlait tout à l'heure, mais un rapport au risque qui est quand même différent. Travail aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'épuisement à la fin d'un week-end de rallye. On se fait des horaires... C'est des horaires de 16 heures pour les pilotes, après avoir passé quasiment une semaine de préparation. À la fin des 16 heures, ils vont regarder les vidéos du jour d'après. Donc je pense qu'en fait, la fatigue ajoute aussi, exacerbe toutes ces émotions partagées. Là où en Formule 1, on est sur du sprint. Pas du tout sur des mêmes... Le rapport au temps et donc comment le temps crée des émotions, je pense que c'est très différent entre les deux sports. J'ai pas envie de dire, voilà, il y a des robots d'un côté et puis des êtres de chair de l'autre. Pas tomber dans cette caricature-là. Je pense que l'environnement, les circonstances, c'est quasiment des métiers différents. C'est des métiers complètement différents. Est-ce que tu as eu une phase de rejet du rallye dans un premier temps parce que tu avais toutes ces références de la Formule 1 pour finalement après rentrer dans une deuxième phase où tu réapprends parce que tu as fait un peu un delete de tout et tu repars sur une nouvelle base? Ça s'est un peu passé comme ça? Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un peu 3 temps, il y en aura peut-être d'autres. On va faire un numéro 2, même si j'ai compris que vous ne faites pas de numéro 2. Le temps 1, effectivement, c'est un temps, t'arrives, déjà je suis bombardé, je signe, je sais plus, le 15 janvier, j'arrive le 16 janvier à Monte-Carlo. Déjà, il faut dire Monte-Carlo, il ne faut pas dire Monaco, alors que pendant 20 ans, j'ai dit Monaco. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, on est au mois de janvier, on n'est pas au mois de mai. Et puis, je sais pas que je peux dire comme connerie, j'allais dire, il n'y a pas le yacht de Vijay Mallya, mais de toute façon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus le yacht de Vijay Mallya qui fait des soirées. Non, je rigole. Mais effectivement, on a un Monte-Carlo qui est méconnaissable par rapport au Monaco que je connais. Donc déjà, c'est un peu bizarre. On ne voit pas le jour parce qu'on se lève à 4h du matin et on ne voit pas les voitures parce que les voitures, elles partent du service park et puis elles montent au Turini ou à Gap ou je sais pas quoi. Donc on les voit pas. Donc c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Donc c'est compliqué. En fait, c'est pas le rallye que je rejette. C'est en fait ce qui est compliqué, c'est de trouver sa place dans le sport. Comment interagir avec le sport.
Et puis après, en fait, faut le reconstruire. C'est-à-dire qu'il faut construire que, en fait, on n'interagit pas avec le sport pendant le week-end, mais on interagit comme en Formule 1, en construisant l'équipe sur un temps long, en construisant la stratégie technique sur un temps moyen à Lyon, et puis aussi en construisant la préparation du rallye. En fait, il y a beaucoup plus de travail qui va dans la préparation, parce que évidemment, en Formule 1, on fait des essais libres, et on prépare vraiment, on prépare un peu avant avec du simulateur, des datas, etc. Mais vraiment, le Grand Prix au qualif, ça se prépare, les essais libres, de manière très routière. Enfin, il y a pas des essais libres, ça peut se faire des semaines, voire des mois avant. Et donc, il y a encore une fois une chronologie qui est complètement différente. En fait, il y a une unité d'espace et de temps en Formule 1, là où il n'y a aucune unité d'espace et aucune unité de temps dans le rallye. Et donc, quand on essaye de recomposer dans sa tête le puzzle de l'événement sportif, on n'y arrive pas quand on vient avec un référentiel de circuit. Donc voilà, donc il y a eu un peu cette reconstruction mentale, et puis après, c'est très intéressant. C'est presque justement, il y a besoin de faire. C'est plus une gymnastique intellectuelle plus compliquée, c'est presque plus intello d'une certaine façon, même si sur certains aspects, les voitures de rallye évidemment sont beaucoup plus rudimentaires. Moi, j'aime bien être dans le contrôle, dans l'analyse, dans les données. Il y a très très peu de données, il n'y a pas de télémétrie. Il y a un chrono tous les 10 km qu'on attend comme ça. Bon, après, je pense que le rallye. Et donc ça, c'est maintenant mon impact, c'est peut-être la phase, c'est que je pense qu'il y a aussi le rallye qui peut s'inspirer de certains éléments de la Formule 1, parce que il y a quand même un sport qui explose qui est la Formule 1, il y a quand même un sport qui, dans le meilleur des cas, stagne, voire régresse un peu, en termes d'audience et d'impact et de médiatisation, c'est le rallye. Donc je pense qu'il faut quand même, on ne peut pas être uniquement à se dire le rallye c'est très bien comme ça, hein. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait certains codes de la Formule 1 qui pourraient être transférés dans le rallye. Et évidemment, là, je suis un peu le candidat idéal, en tout cas le système me voit comme le candidat idéal pour essayer d'apporter quelques éléments. Voilà. Il y a même aussi peut-être un sujet d'influence, c'est-à-dire que en tant que team principal en Formule 1, tu es très influent, tu me racontais en rigolant sûrement, mais tu allais jusqu'à choisir la marque des underwear de tes pilotes, alors que peut-être en rallye, cette influence, en tout cas c'est peut-être une perception que tu as pour l'instant aussi, te paraît moins évidente. Après... chez Renault en particulier, c'est pour ça que je faisais complètement corps avec cette équipe, parce qu'elle s'est montée à travers un petit groupe de personnes que l'on était, et on décidait effectivement de tous les détails, hein, du logo au nom, au couleur de la voiture, etc. Parfois d'ailleurs ça faisait grincer des dents, parce que c'était peut-être trop porté, trop incarné par ce petit village de Gaulois, comme je l'ai à plusieurs reprises entendu, mais je pense qu'au moins le petit village de Gaulois, il faisait face à l'Empire de Rome. Là, c'est une autre dynamique, j'arrive dans une équipe qui est existante depuis 10 ans, qui a ses rituels, qui a fait ses choix de couleurs, d'identité, de partenaires techniques, etc. Donc là, c'est moi le sujet, c'est-à-dire qu'il faut que je me greffe à un projet, et que progressivement, je sois capable de l'impacter pour y apporter de la valeur. C'est pas pour en faire le mien, c'est pas le sujet, mais simplement pour créer la valeur qu'on attend de moi. Et c'est en train de commencer à venir, hein. Un directeur technique est arrivé, un nouveau pilote a été annoncé, une filière de jeunes pilotes a été annoncée. Voilà, il y a plusieurs projets qui sont dans le tuyau pour que progressivement, je me sente plus à l'unisson avec cette équipe qui me semblait effectivement initialement très étrangère, en plus d'être effectivement un autre pays, une autre culture, la culture coréenne, ses codes, ses routines, voilà, qui sont très différents, en plus du sport qui lui-même est très différent. Mais c'est bien, ça fait des grands écarts. Là, tu rentres dans la phase vraiment création de valeur dont tu parlais. Le fait, j'espère. Non, c'est sûr. Le fait d'avoir un impact même, j'ai envie de dire, au-delà même du sportif, au-delà des résultats, c'est le fait d'avoir aussi une liberté, j'imagine, d'action. Ouais, complètement. C'est vrai que côté peut-être un peu français, que je le pose par exemple à Toyota avec beaucoup de respect, hein. Mais voilà, Toyota, ils arrivent dans un sport, ils évoluent dans le sport, ils ne questionnent pas le sport. Et d'ailleurs, limite, il n'y a plus personne dans le sport, ils continuent. Endurance, pendant des années, ceux qui tenaient la boutique, c'est Toyota. Nous, les Français, on n'est pas encore rentré chez quelqu'un qu'on a envie de refaire la peinture, la déco, etc. Donc moi, effectivement, je ne suis pas encore là depuis 3 mois. Que le rallye, vous allez mettre beaucoup plus de chrono, vous allez mettre de la télémétrie, vous allez mettre des capteurs de données sur les pneus, vous allez me faire un Netflix, et encore que, ça c'est les autres qui veulent, moi je dis qu'on n'est pas prêt. Mais effectivement, je pense que, et ça c'est un peu franchouillard, on a tout de suite envie de révolutionner notre environnement. C'est un côté très arrogant. Mais moi, ça fait partie aussi de ce que j'ai envie d'apporter, et je l'ai dit très clairement à Hyundai, et je pense aussi que pour que Hyundai
continue de trouver du sens à être en WRC, il faut quand même que le WRC se modernise un petit peu. Ça ne veut pas dire le transformer en Formule 1. Non, ça veut dire trouver certaines des recettes de la Formule 1, comment elles peuvent être transposées dans l'univers du WRC. Et ça, c'est vrai que travailler la matière première du sport, comme je l'ai fait aussi en Formule 1, pas tout seul, mais aux côtés des autres responsables d'équipe, hein, le règlement financier, les nouvelles stratégies techniques, les nouvelles stratégies de suivi avec Netflix, on en parlait tout à l'heure, c'est des choses que j'ai adoré faire. Donc, transposer dans l'univers de WRC, effectivement, c'est une ambition. Est-ce que j'y parviendrai ou pas? On verra. Pour l'instant, tu vois ton avenir où? Tu le vois encore chez Hyundai, dans le WRC, ou c'est encore, par rapport à tout ce que tu as pu dire un peu en fil rouge, des questionnements, des incertitudes puis des certitudes Ouais, moi, j'ai beaucoup de doutes. Je pense que j'arrêterai de douter le jour où je serai mort. Donc là, pour l'instant, j'ai des doutes sur moi, sur ce que je fais, sur ce que j'apporte. Je me sens quand même avoir une vraie mission, à la fois pour transformer, pour essayer de gagner un titre, parce que je ne l'ai pas fait en Formule 1. J'aimerais le faire si j'ai un grand cycle sport auto qui à un moment doit s'arrêter. J'aimerais bien pouvoir le faire dans une autre discipline, et je pense qu'on est en train de se donner les moyens de le faire en rallye, à court terme, c'était en 2024. Deuxièmement, transformer un peu cette équipe Hyundai, la renforcer. Et puis troisièmement, si je peux donner une dynamique un peu différente en WRC, j'en serais très heureux, pas tout seul, hein. Je travaille avec la FIA, avec le promoteur beaucoup, je les embête beaucoup. Voilà, donc je vois une mission à réaliser chez Hyundai, ce qui n'est pas exactement la même chose que l'engagement corps et âme, mais probablement trop important, surengagé peut-être, qui était celui que j'avais chez Renault, mais que je regrette pas du tout. Oui, puis tu as appris des leçons de ton passé, entre guillemets. Oui, j'ai appris effectivement d'appuyer davantage sur les structures, les organisations, une direction technique forte, gérer aussi un peu différemment la communication et l'image. Mais encore une fois, c'est pas vraiment que j'ai appris, c'est plus que là, bon, pour le coup, il n'y a pas un Carlos Ghosn qui a dit attention, vous allez voir ce que vous allez voir, les murs de la Formule 1 vont trembler. Donc là, effectivement, il y a certaines erreurs collectives qu'on pourra ne pas refaire. Mais il y a des choses aussi que j'ai fait, à mon avis, qui étaient bien, que j'ai envie de faire. Investir dans les hommes et dans l'équipe, créer une culture. C'est une équipe, encore une fois, basée en Allemagne, avec une culture coréenne très forte. Je crois 35 nationalités. Si j'arrive à créer un peu une culture d'équipe, j'aurais fait un sacré boulot. Parce que voilà, moi je vois que l'avantage qu'a un Toyota chez nous ou un Red Bull en Formule 1, c'est leur culture d'équipe. Avec notamment ce sujet d'incarnation auquel je reviens toujours parce que j'y crois beaucoup. Donc ça, c'est aussi un sujet, tout en laissant la place à d'autres personnes pour exister, parce que de toute façon, personne n'est éternel. À titre perso, tu es devenu au fil du temps un passionné d'auto. Tu me disais que tu avais eu des voitures qui marchent assez fort, notamment une GT3 RS. Maintenant, tu es plus, on va dire, voiture loisir, qui peuvent te permettre de revenir un peu à ce qui a toujours été une de tes passions, les sports et les sports d'extérieur. Ouais, alors moi j'ai eu beaucoup de chance d'évoluer dans des environnements où il y avait des belles voitures, mais même très tôt en fait, je n'avais pas beaucoup de fric, on partageait des voitures avec un très bon ami de chez Renault, Cédric. On avait acheté une première Lotus Exige, une grise puis une blanche, et j'aime beaucoup ces voitures très légères qui donnent énormément de sensations. Moi, je me souviens, peut-être ma voiture préférée, c'était une Caterham, justement, à l'époque où j'étais chez Caterham. J'étais à 50 à l'heure, j'avais l'impression de risquer ma vie à chaque tournant, parce qu'à la fin, le vrai indicateur de plaisir, c'est les émotions. Peu importe, il vaut mieux qu'on soit à 50 qu'à 350. Après, j'ai presque effectivement cette espèce de course à l'armement jusqu'à GT3 RS, et puis après, on se dit, bon, ça n'a plus de sens. Bah ouais, maintenant, deux petites filles, des skateboards en pagaille, des planches à voile. Maintenant, je préférerais ma voiture préférée du moment, c'est la Suzuki Jimny. Ouais, elle est super. Je trouve qu'elle est juste démentielle. Et voilà, c'est le jouet. On met les jouets par-dessus. Et voilà, les goûts changent. Maintenant, je me retournerai toujours sur une Porsche parce que ce coup de dessin, ce trait de crayon, il est incroyable. Il est incompréhensible même. Je comprends pas comment il soit aussi réussi. Mais bon, ça reviendra.
Et il me reste quand même 1964. Ah oui, donc tu as gardé une petite trace quand même. Et tu trouves que l'auto moderne, de manière générale, si on sort du Jimny et de ces véhicules loisirs, est plutôt ennuyeuse maintenant? Elle te plaît moins que... Je comprends pas pourquoi l'automobile n'a pas été capable d'embrasser les codes à fond de la personnalisation et des communautés de clients. On le voit, les baskets, on peut personnaliser ses baskets, on peut le tailor-made dans les fringues, la personnalisation de son téléphone, de son machin, etc. Enfin, c'est quand même un très très fort de la société de consommation. Et je ne comprends pas pourquoi l'automobile n'y passe pas et n'a pas des offres beaucoup plus spécifiques pour communauté, des skaters, des randonneurs. Certaines marques le font. Dacia, justement, est en train de partir dans ce move-là, et je trouve ça génial. Mais je pense qu'il pourrait le faire plus, ou il y en a d'autres qui pourraient le faire, et encore une fois, à d'autres communautés, et avec des réponses industrielles aussi qui soient adaptées, c'est-à-dire des façons de produire des voitures vraiment différentes, pas uniquement en changeant la baguette d'alu et puis la couleur de la surpiqûre, quoi, au secours. Donc non, effectivement, sur ce plan-là, je la trouve ennuyeuse, et comme effectivement elle a aussi de plus en plus de normes auxquelles elle doit répondre, sans être sur les normes CO2, mais les chocs piétons, en fait, c'est le règlement qui est en train de définir les designs automobiles de plus en plus. Donc je pense qu'il y a aussi une urgence à inventer des usages et donc des cibles différentes pour avoir des produits qui continuent à faire rêver, pas pour le produit en lui-même, mais pour ce qu'il propose comme expérience, vers quoi il t'emmène, pas uniquement en termes de destination, mais en termes d'aventure, individuelle ou collective. Donc ouais, je trouve un peu, il y a des choses à faire. Cyril, j'ai toujours une question rituelle en fin d'épisode. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit personnellement, professionnellement, dans tous les aspects de ta vie? Continuer à pouvoir m'engager entièrement comme je me suis engagé entièrement, et avec des personnes, avec les mêmes personnes de qualité et les mêmes relations de qualité et d'authenticité que j'ai pu avoir. Voilà, donc très engagé et très bien entouré. C'est la chance de ce que j'ai pu vivre, d'avoir pu vivre ça pendant une bonne paire d'années, et j'aspire, et je vais tout faire pour que ça continue. C'est tout ce que je te souhaite, et un gros merci pour cet échange, parce que je pense que les auditeurs vont se régaler avec toutes les petites anecdotes et tous ces petits éléments que tu as donnés pour peut-être mieux comprendre plein de pans d'histoire. Évidemment, je pense que tu auras encore plein d'autres secrets à raconter, et on peut pas faire un épisode de 18 heures non plus, parce que tu t'endormirais et puis on aurait trop faim. Mais un grand merci. Merci à vous deux. Merci. À bientôt, Cyril.